les troubles digestifs, ça m'a fait réaliser que j'étais complètement déconnectée de ce que je mangeais. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de sportifs aussi. C'est le fait de suivre des règles et des recommandations de tant de protéines, de tant de fibres, de légumes pour être en bonne santé et tout. Et en fait, je suivais ça, mais sans même me poser la question de est-ce que ça me convient. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le fait d'individualiser, c'est indispensable et qu'un sportif, c'est un humain avant tout et qu'il a une vie en dehors du sport. Et que son RPE, il va varier en fonction de sa prog, oui, bien sûr, mais aussi en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de est-ce que son enfant s'est réveillé la veille, la nuit, est-ce qu'il a un stress au boulot. J'ai très souvent des sportifs en consultation qui sont dans une boucle, en fait, ils sont épuisés depuis longtemps, ça fait un moment qu'ils prennent plus de plaisir et il faut vraiment pousser loin en termes de santé pour en arriver à un stade où ils se disent, mais attends, mais pourquoi je fais ça déjà? Parce que au bout d'un moment, le sport devient une partie de notre identité, mais je pense qu'il faut que ça reste une partie de notre identité, mais pas au point de sacrifier notre santé. Il faut juste avoir en tête, masquer la sensation de fatigue n'efface pas la fatigue, c'est juste le message hormonal qui ne passe pas parce que les récepteurs à l'adénosine ne reçoivent pas l'information, et juste avoir conscience que la fatigue est là. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Marion Paré, qui est kiné du sport et également naturopathe spécialisée en santé hormonale. On parle des carences en micronutrition, de l'importance du soleil pour la santé, de la digestion, du café, de l'inflammation, des cycles menstruels et bien plus. Merci à All You Need Nutrition de soutenir ce podcast. All You Need, c'est la marque de compléments alimentaires de haute qualité made in France, spécialement pour les sportifs. Alors si tu t'entraînes sérieusement et tu veux t'assurer de couvrir tes besoins en vitamines et minéraux, ou tu veux soutenir ta masse musculaire et ta santé cognitive avec une créatine de haute qualité, utilise le code UPSIDE pour avoir 10% de rabais sur ta prochaine commande avec All You Need Nutrition. Et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour en savoir plus sur All You Need, quels sont mes produits préférés et pourquoi j'ai décidé de travailler avec eux. Maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Marion Paré. Marion, quels sont, d'après toi, les signes que ton corps a besoin d'attention mais que la plupart des sportifs ignorent? Alors, je dirais que le signe le plus fréquent, c'est la fatigue. En tout cas, le motif de consultation le plus fréquent, c'est la fatigue. Très fréquent aussi et sous-estimé parce que ça peut être plurifactoriel, je dirais les troubles de l'humeur, le fait de d'avoir une humeur qui devient en dents de scie alors que c'est pas forcément notre nature, d'avoir une baisse de motivation à l'entraînement, un manque d'entrain, parce qu'on se dit, voilà, on va avoir tendance à lier ça à des éléments de notre vie, à ce qui se passe dans notre vie à l'extérieur, et très peu à se dire que physiologiquement, il y a une fatigue qui s'installe. Il y a beaucoup de signes aussi qui vont être admis, comme la perte de cheveux, par exemple, la frilosité, le fait d'avoir les mains froides, les pieds froids, c'est des choses qu'on peut avoir depuis plusieurs années, où j'entends très souvent, ah bah ma mère a toujours eu ça, ou j'ai le syndrome de Raynaud, ou oui, bah je perds mes cheveux, c'est le changement de saison, mais un changement de saison qui dure de, de janvier à décembre. Donc plein de petits signes comme ça qui semblent anodins et qui en général témoignent qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a une fatigue, qu'il y a des carences micronutritionnelles, qu'il y a un déséquilibre hormonal. Chez la femme, il va y avoir tout ce qui est trouble du cycle, qui peut vraiment être lié à l'activité sportive. Et on pourra parler un petit peu plus de pourquoi par la suite, mais c'est vraiment un symptôme important et c'est vraiment un signe, un élément santé, presque diagnostic important chez la femme. Et la femme va être un petit peu plus sensible au stress, à l'accumulation de stress, et notamment celle de l'entraînement. Donc c'est vraiment important de comprendre son cycle et de s'y intéresser en termes de santé, au-delà du terme, enfin, du confort en lui-même. Les troubles digestifs aussi, Hmm. parce que la digestion va se faire dans un mode au niveau du système nerveux qui va être un mode de repos, récupération. Et quand on a un système nerveux qui commence à être en mode survie en permanence, en mode action en permanence, ben, la digestion va se dégrader. Et pareil, on peut avoir tendance à se dire, et ça va être lié bien sûr à l'alimentation aussi, mais très fréquemment, et plus que ce qu'on pense, ça peut être lié à simplement une fatigue, un surentraînement et un système nerveux qui est en mode survie. Et du coup, peu importe la composition de l'assiette, la digestion va mal se faire. Je dirais que c'est vraiment les principaux qui reviennent très souvent et qui sont qu'on n'a pas forcément tendance à lier à l'entraînement, alors qu'en réalité, il y a vraiment un lien qui peut être tout à fait direct et lié à la fatigue. C'est intéressant ce que tu as dit sur l'humeur, le fait que ouais, ce soit un des signes qu'il faut pas rater. Et c'est tellement, je pense que c'est tellement facile de l'ignorer ou de se dire, ah, je suis comme ça, c'est normal, et de pas se poser la question, en fait, que, ouais, non, si t'es pas stable au niveau de ton humeur et comment tu te sens de jour en jour, il y a sûrement un truc qui se passe, quoi. C'est ça, l'irritabilité. Alors bien sûr, ça va être lié à ce qu'on vit au quotidien, ça va Mm. être lié à des événements externes, mais c'est aussi, et en priorité même, je dirais, régi par notre équilibre hormonal. C'est notre santé hormonale qui détermine notre humeur. Notre humeur, elle varie en fonction des neurotransmetteurs, entre autres, qui sont produits. Et ça va être complètement lié à ce qu'on vit dans la vie, mais aussi à notre santé hormonale à proprement parler. Et du coup, c'est un indicateur.
Et voilà, si un sportif qui ne comprend pas, qui se dit, mais voilà, factuellement dans ma vie, tout va bien et pourtant je suis vachement plus irritable, je comprends pas, je prends même plus de plaisir à m'entraîner, ça c'est hyper fréquent aussi. C'est un petit peu voilà, red flag et se dire, ok, on regarde un petit peu l'ensemble des symptômes et généralement il y a un tableau clinique global qui montre qu'il y a une fatigue et que c'est intéressant d'aller creuser un petit peu la santé hormonale en fait, au-delà des facteurs externes. Comment tu as commencé à t'intéresser à tout ça, toi? Longue histoire. Moi, je suis kiné du coup depuis 8 ans. Kiné tout de suite spécialisée en kiné du sport. Hmm. Donc, je me suis d'abord formée dans les domaines liés à la kiné du sport. Notamment, bah, donc, j'ai fait une spécialisation d'un an en kiné du sport, 2 ans en thérapie manuelle, plein de petites formations annexes, cheville, pilates, cancer du sein, enfin vraiment dans mon domaine. Et je dirais que ce qui a commencé à faire bouger d'un point de vue professionnel, c'est la thérapie manuelle parce que j'étais formée par des ostéopathes qui travaillaient beaucoup en viscéral. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du ventre et là on se rend compte que ça va pas fort chez pas mal de personnes et qu'avec la thérapie manuelle, on peut soulager de manière ponctuelle et ça fait vraiment du bien. Mais ben voilà, quand on ouvre une porte, on en trouve une suivante et celle d'après, c'était de me dire bah, comment je peux aider les personnes au-delà de la séance, comment je peux leur donner des conseils, etc. Donc, je dirais que sur le plan pro, j'avais ce besoin et cette volonté de mieux accompagner les sportifs et de manière plus large. Et moi, en parallèle, sur le plan perso, j'ai commencé à avoir de plus en plus de problèmes de santé. Rien de grave, mais vraiment invalidant au quotidien, notamment des troubles digestifs qui ont vraiment commencé quand j'ai commencé le sport, paradoxalement. Enfin, en tout cas, je trouve ça extrêmement paradoxal de me dire je prends soin de ma santé, je commence à mieux manger, à m'entraîner, et ça va de plus en plus mal. Des troubles hormonaux, j'étais en aménorrhée, je pense que j'avais une belle hypothyroïdie sans le savoir. Tu peux expliquer ce que c'est l'aménorrhée? C'est l'absence de règles. L'absence de Pendant règles, ouais. j'ai perdu mon cycle. Hmm. Euh, Tu pratiquais quoi comme sport? le CrossFit. Ok. En quelle Le année cross- t'as commencé? J'ai commencé en 2017 ou 2018 Ouais. et c'est assez vite dégradé en réalité. Après, voilà, il y a pas de mystère. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît évident le pourquoi, mais à l'époque, je comprenais pas et c'était hyper frustrant parce que j'étais, enfin, plus dans le corps médical en me disant, mais j'étais vraiment en guerre contre mon corps, quoi, en me disant, mais pourquoi j'arrive pas à suivre? Ouais, j'étais vraiment, je comprenais pas pourquoi j'arrive pas à suivre. Et le problème, c'est que ben, j'ai pas trouvé de réponse. J'ai consulté sur le plan médical et en fait, il y a vraiment une zone grise sur le plan médical dans plein de domaines, que ce soit la digestion, que ce soit la fatigue chronique, que ce soit la santé hormonale, où on n'est pas en bonne santé, mais on n'est pas en assez mauvaise santé pour bénéficier d'un traitement hormonal, et ce qui était tant mieux quelque part, mais du coup, Hmm. on est un peu, ben, vous êtes stressé, reposez-vous. Et je me suis dit, enfin, moi, j'en pouvais plus. Et puis, même pour mes sportifs, ce que je vivais moi, j'observais chez mes sportifs, chez mes patients. Et j'ai découvert la naturopathie, qui n'a pas été une évidence de premier abord, je dois dire, parce que venant d'un cursus ultra médical, enfin, j'ai fait une année de médecine, 3 ans de kiné, le discours, c'est pas vraiment aller creuser cette discipline, Mhm. plutôt attention, charlatan, etc. Et c'était, ouais, parle-nous de bah, ta perspective sur la naturopathie avant que tu découvres ça et maintenant, comment tu le décrirais? C'est assez fou parce que j'étais vraiment fermée d'esprit et en fait, j'ai même, quand j'ai acheté juste un module d'introduction et je l'ai dit à personne. Et je me T'as suis fait ça dit, en secret. ah ouais, complètement. Je me suis dit, on va me prendre pour une folle. J'ai surtout pas dit à mes copains kinés. Et en fait, j'ai découvert une façon d'aborder la santé qui a fait tellement sens et avec le fait de s'adresser à la cause, d'avoir en fait une grosse base de physiologie. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est cette compréhension du corps humain et de son fonctionnement et des liens entre les différents émonctoires. Enfin voilà, la façon dont le corps gère ses déchets, de vraiment comprendre et zoomer sur les besoins et de relier chaque symptôme à une cause, enfin voilà, de comprendre encore plus en profondeur ce mécanisme incroyable qu'est le corps humain. Et du coup, bah, j'ai acheté un module, 2 modules, 3 modules, et je me suis dit, mais ça fait tellement sens. Et alors, personnellement, j'ai vraiment continué après à creuser parce que j'ai trouvé ça pas suffisant en soi, le cursus que j'ai fait. Donc, j'ai Hmm. continué à me faire en micronutrition et, à ajouter plein de formations annexes parce que j'ai voulu me spécialiser en accompagnement du sportif, comme j'avais fait en kiné. Enfin, pour moi, c'était la suite logique et j'ai rien trouvé en fait. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que j'ai appris tellement de choses qui pourraient être tellement utiles en termes de santé et de performance chez le sportif. Il y a vraiment un truc à faire qui n'est pas fait aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai continué à faire une formation sur le cycle menstruel avec Marion Valette notamment, qui est sage-femme.
une formation sur la thyroïde, une formation sur les troubles digestifs, mais qui reste dans ce domaine de santé naturelle, donc Hmm. raccroche à la naturopathie. Et bah voilà, aujourd'hui, ça a changé le cours de ma vie vraiment et ça a changé l'accompagnement de mes sportifs. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des patients en fait. En tant que kiné, quasiment 20 patients par jour au cabinet, je faisais des grosses journées en libéral. Et en fait, tout ce que j'ai appris, j'ai pu l'implémenter enfin, au fur et à mesure. Et voilà, quand j'apprenais quelque chose sur la thyroïde, je me suis dit, ok, alors lui, lundi, on fait un bilan et puis Ouais. on va tester. Et voilà un peu comment j'y suis venue et comment s'est fait mon parcours pro. C'est quoi les plus gros moments déclics que tu as eu quand tu as commencé à étudier la naturopathie vis-à-vis notamment de ta situation à toi et les problèmes que tu avais vis-à-vis du sport et de la santé? Je pense que c'est de comprendre l'impact de la santé nerveuse et hormonale sur l'ensemble du corps. Et c'est aujourd'hui quelque chose à laquelle je suis vraiment sensible. Et parce que de ce que j'observe, pareil, chez tous les sportifs que j'accompagne, c'est quand même un truc qui est ultra central. Et en l'occurrence, les troubles digestifs, ça m'a fait réaliser que j'étais complètement déconnectée de ce que je mangeais. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de sportifs aussi. C'est le fait de suivre des règles et des recommandations de tant de protéines, de tant de fibres, de légumes pour être en bonne santé et tout. Et en fait, je suivais ça, mais sans même me poser la question de est-ce que ça me convient. Et voilà, ça m'a permis vraiment de revenir à mon corps, de me reconnecter à mon corps et à ce qui me convient à moi et d'apprendre. Enfin, c'est un cadeau inestimable en fait de se connaître soi-même, je pense, c'est de comprendre ses symptômes et de comprendre sa santé et de se dire, ah, là, ça fait 2, 3 semaines, je suis plus fatiguée, je suis plus au ralenti, je perds un peu mes cheveux, j'ai les doigts qui sont un peu plus froids, ça veut dire ça, j'adapte comme ça. Hmm. Et c'est ça vraiment la compréhension du fonctionnement du corps dans son ensemble et, euh, et la logique de se dire s'il y a un symptôme, c'est qu'il y a une cause et boucher le symptôme ne résoudra jamais rien en fait. Ça, c'est le Hmm. déclic en tout cas qui m'a fait continuer en naturopathie de me dire mais évidemment, enfin, ça m'a semblé tellement logique comme approche de la santé que voilà, Ah, j'ai continué dans cette voie. Et ça met vraiment en lumière l'importance de s'écouter. Et ça, c'est vrai, comme tu dis, dans la sphère de la santé, mais dans la sphère du sport aussi, dans la sphère du sport aussi. Je parle beaucoup de RPE à l'entraînement et le fait de voilà, savoir moduler selon comment tu te sens, savoir ajuster selon la difficulté que tu recherches sur l'entraînement et pas juste débrancher le cerveau et y aller. Il y a des moments pour ça, hein, parce que je suis tout pour le fait de se lâcher, de se dépenser avec le sport. Mais si ça devient une béquille presque, où en fait tu fais ça à chaque fois de manière automatique et tu penses jamais à ce qui se passe dans ton corps quand tu fais l'effort, bah, tu te retrouves à pas savoir te gérer en fait. Et ça peut causer des gros soucis. Et au même titre que pas savoir se gérer vis-à-vis de ce que tu ressens et de ce que tu vois tous les jours dans ton corps, c'est un problème, quoi. D'où tu penses que ça vient, cette déconnexion que bah, je pense beaucoup de monde aujourd'hui enfin, ressent. Non, ils la ressentent pas, justement, ce manque de ressenti, ce manque de savoir s'écouter. Ça vient d'où? Bah, je pense déjà d'un manque de connaissance de soi justement et de ses symptômes. Si t'as pas d'idée, si t'as pas idée que d'avoir les mains froides en permanence et les pieds froids, de perdre ses cheveux, d'avoir une humeur qui est catastrophique et d'avoir un syndrome prémenstruel, donc des symptômes invalidants comme des douleurs, de la fatigue la semaine avant des règles, si on n'a pas conscience que c'est un problème, déjà on va pas repérer ce signe comme étant un problème, donc on n'y fait pas attention. Et moi, c'est vraiment quelque chose auquel je mets un point d'honneur, justement, c'est de transmettre cette information, d'apprendre à comprendre ces signes, en fait, à comprendre ces symptômes pour déjà pouvoir y prêter attention. Et, euh, et oui, je pense qu'il y a vraiment cette habitude pour les troubles digestifs, par exemple, de suivre ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, de suivre des tendances globales, mais qui ne nous conviennent pas forcément. Et je trouve ça vraiment hyper important, tout ce que tu fais par rapport au RPE aussi, justement, parce que ça évite de tomber dans des extrêmes où on s'épuise. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que enfin, le fait d'individualiser, c'est indispensable et qu'un sportif, c'est un humain avant tout et qu'il a une vie en dehors du sport et que son RPE, il va varier en fonction de sa prog, oui, bien sûr, mais aussi en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de est-ce que son enfant s'est réveillé la veille, la nuit, est-ce qu'il a un stress au boulot. Et du coup, on a beau avoir la meilleure prog du monde en termes de vraiment, si on parle là de l'entraînement, vraiment adaptée, intelligente, bien construite. On a toujours besoin malgré tout d'individualiser. C'est pour ça que je trouve que le RPE est génial parce que ça va quand même englober, malgré la séance, ben, ce qu'il y a autour et notre état de forme du jour. Et chez la femme, ben, potentiellement la période du cycle aussi.
Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font varier pour un même individu la charge qu'il va pouvoir encaisser. Entre deux individus, c'est bien sûr différent, mais pour un même individu, ça va varier en fonction des saisons, en fonction de ce qu'il vit, en fonction de son cycle chez la femme. Et du coup, c'est indispensable pour moi d'avoir ce type d'échelle et ce type d'outil qui nous permet d'être autonome, parce qu'au final, la meilleure personne pour comprendre ce qui nous convient à un moment donné, c'est nous-mêmes en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement précieux, cette connaissance de soi et ce type d'outil un petit peu plus quantifié, quantifiable, qui est des repères, quoi. Ouais, c'est marrant parce que souvent les gens enfin, qui l'utilisent pas, surtout, ils disent ouais, mais c'est subjectif et en plus, ben ouais, ça va varier selon la forme du jour. Bah ouais, c'est le but en fait. C'est le but de s'adapter à comment tu te sens au quotidien. C'est pas un problème en fait. It's not a, it's not a bug, it's a feature, comme on dirait en anglais, pour inverser quelque chose que j'avais entendu sur un autre podcast. Donc c'est pas un problème le fait que ça intègre justement comment tu te sens au quotidien et tout ce qui se passe autour et le fait que tu aies dormi ou pas, le fait que tu sois malade ou pas, le moment du cycle, c'est pour ça que c'est un outil qui est tellement puissant. Mais oui, ça veut dire que des fois, par rapport aux chiffres que tu as l'habitude de voir ou de faire, eh ben, il faut les revoir un petit peu à la baisse pour ce jour-là. Il faut accepter en fait de mettre ça de côté. Pour moi, ça vient aussi du monde actuel où on veut tout, tout le temps, tout de suite. Gratification instantanée et on n'a plus aucune patience pour rien en fait. On n'a aucune patience pour regarder une vidéo qui fait plus de 30 secondes. On n'a plus de patience pour se dire, OK, aujourd'hui, c'était pas le meilleur jour de mon entraînement, mais c'est pas grave, demain, on recommence et on continue. Et au final, c'est le temps, la patience et la régularité qui va faire les choses et pas, ah ouais, j'ai fait ma séance parfaite aujourd'hui et après vouloir la faire tous les jours, quoi. Complètement, je te rejoins complètement là-dessus. C'est quelque chose que j'observe aussi, ce besoin d'avoir tout tout de suite. Je pense qu'il y a aussi la comparaison, mais pas la comparaison dans un sens forcément, enfin au sens où forcément on l'entend, mais plus la comparaison de. Je pense que chacun a dans sa vie, encore une fois, on reste humain et c'est bien de dézoomer du sport et de se dire, OK, dans ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi? Et si moi, dans ma vie, en top un c'est ma famille, c'est mes enfants, en top 2 c'est mon business parce que j'ai une entreprise qui me demande beaucoup d'énergie, en top 3 c'est mon sport, et que je me compare avec quelqu'un pour qui en top un c'est le sport à 80%, voilà, ou Hmm, pour cette période de sa vie donnée, en top 2 c'est la famille, et en top 3 c'est le travail parce que c'est un travail dans lequel je m'investis pas en termes d'énergie, en termes émotionnellement parlant, il va y avoir un gap, et ça c'est vraiment le piège, je pense. Et là on parle de la cause, mais du coup c'est super important parce que je te parle de fatigue nerveuse, de fatigue hormonale, mais le pourquoi souvent il se trouve là-dedans. Il se hmm, trouve dans ce que tu dis, la besoin de gratification, il se trouve dans la comparaison qui va devenir malsaine et qui va faire tous ces éléments, que ce soit un impact psychique ou physique, vont faire que le sport, au lieu d'être quelque chose qui propulse ta vie, qui propulse ta santé dans le bon sens, qu'elle soit physique ou mentale, qui te permet de grandir en tant que personne, d'avoir justement ces essais, erreurs, échecs, je recommence, je deviens patient, je persévère, et je trouve voilà, qui amène des valeurs hyper importantes. Ça devient un peu une boucle négative qui fait qu'on ne se sent pas assez, et je pense que ça c'est hyper important aussi du coup de garder en tête que qu'en fait qu'on se compare à soi, hmm, et je trouve que le RPE est bien aussi pour ça, parce que oui, c'est subjectif, mais comme tu dis, ben, c'est le but, c'est de voir par rapport à une même personne. Mais je trouve que avant même d'avoir la réponse en termes de chiffres, ça a au moins le mérite d'amener à se poser la question, hmm, d'amener à se dire, ah oui, c'est vrai, comment je me sens aujourd'hui. Et là, du coup, on regarde un petit peu plus à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, la prog et ce qu'a fait le voisin. Et ouais, il a fait des PR, et en fait, on se dit, attends, oui, c'est vrai que ça fait 2 nuits que je dors pas, que j'ai appris une mauvaise nouvelle hier. Je sens que ça fait 4 jours que je m'entraîne force. Ça amène au moins la conscience là-dessus, et ça amène à se poser la question. Et pour moi, ça, c'est déjà énorme. Peu importe que le chiffre donné soit exact après, c'est déjà le bénéfice, il est déjà là pour moi. Ouais, on revient toujours au fait que c'est le contexte qui compte et que l'information de manière abstraite, elle vaut quasiment rien. Et comme tu l'as dit, quand tu prends le contexte qui est autour, ça explique en général tout ce qui se passe au niveau du chiffre. Et si ça ne l'explique pas, ça le complémente. Il y a le même truc qui se passe avec les montres connectées aujourd'hui, avec tout ce qui est du HRV. Hein, ceux qui ont la Whoop et qui la regardent le matin et qui disent, ah non, c'est jaune, je ne peux pas aller m'entraîner aujourd'hui parce que mon corps a dit non. Mais ils oublient que pour que cet outil soit pertinent, il faut le combiner avec un questionnaire subjectif de comment tu te sens le matin, comment tu as dormi, quelle est ton humeur, quel est ton niveau de douleur, est-ce que tu as des courbatures ou pas. Et tous ces trucs-là, ça va,
en agrégat pouvoir te donner une information pertinente, mais juste regarder ta montre et pas penser et juste regarder le chiffre et se dire ah oui, c'est vert, donc je m'entraîne comme un fou aujourd'hui, ou ah, c'est rouge, donc je fais rien aujourd'hui. Dénu de contexte, ça vaut rien, et dénu de la tendance que tu as l'habitude de voir sur plusieurs semaines et plusieurs mois si tu fais les choses de manière régulière. Donc, encore une fois, c'est le contexte qui te permet d'interpréter le truc, alors que on veut souvent prendre le point de données ou le chiffre comme étant la vérité seule et unique, quoi. Complètement. Et du coup, c'est tellement zoomé, encore une fois, que ça nous déconnecte du contexte et du même pourquoi on fait du sport. Là, je dézoome beaucoup pour le coup, mais c'est ça le but. Et en tout cas, personnellement, j'ai très souvent des sportifs en consultation qui sont dans une boucle. En fait, ils sont épuisés depuis longtemps. Ça fait un moment qu'ils prennent plus de plaisir. Et il faut vraiment pousser loin en termes de santé pour en arriver à un stade où ils se disent, mais attends, mais pourquoi je fais ça déjà? Parce que bah, au bout d'un moment, le sport devient une partie de notre identité. Mais je pense qu'il faut que ça reste une partie de notre identité, mais pas au point de sacrifier notre santé, qu'elle soit physique, mentale, notre bien-être pour ce sport. Et ça, je pense que ça vient aussi du fait que le sport, pour moi, c'est vraiment un outil, c'est vraiment une école de la vie. Ça nous permet de grandir, d'apprendre et de s'investir dans quelque chose. Et en tout cas, c'est ma vision de la vie, c'est ce côté expérience de vie. Enfin, on apprend, on essaye, c'est essai-erreur, on recommence. Et je pense que on vit dans un monde aussi où l'apprentissage a une place vraiment, vraiment secondaire dans la vie d'adulte. Et je pense que notamment le CrossFit, tu vois, il y a tellement de mouvements différents. Il y a vraiment cette notion de progression, de travail, de suivre un plan et tout ça. Et en fait, je pense que ça nourrit ce besoin qu'on a en tant qu'humain. Et il y a peut-être un hyper investissement du coup dans ce domaine qui fait Mm, que voilà, ça prend une place, et je dis pas qu'il faut que ça prenne une plus petite place, je dis juste que parfois ça prend une place démesurée par rapport au bien-être, à ce qui fait en réalité le bien-être de la personne. Ça, c'est vraiment propre à chacun et propre à des périodes de vie. Mais je pense que ouais, c'est important de se dire, si mon sport ne me permet pas d'être en meilleure santé et d'être plus heureux, il y a quelque chose à régler. Ça veut pas dire arrêter le sport, ça veut juste dire revoir un petit peu la manière de pratiquer et ben, se reconnecter un petit peu à soi pour que ça soit à nouveau le cas. Parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ma mission, quoi, de permettre à tous les sportifs, quel que soit leur niveau, que ce soit le sportif débutant, le sportif qui a une vie de famille ultra remplie, une vie professionnelle ultra remplie, et pour qui c'est juste, enfin, c'est son équilibre de vie, il faut, voilà, 2 séances par semaine, c'est son bien-être, comme le sportif athlète pro, pour qui c'est sur la première marche du podium en termes d'importance. Je suis vraiment convaincue que pour tous, le sport, ça peut être un outil merveilleux à partir du moment où on apprend à comprendre comment rester dans cette zone santé-performance mm. et pas aller au-delà. Et ouais. Quand tu commences à prendre des sportifs en charge, euh, comment tu abordes justement cette sphère du contexte de leur vie, de leurs objectifs, de ce qui compte vraiment pour eux? Parce que comme tu l'as dit, il faut déterminer sur quelle marge. J'aime bien l'image de la marche du podium que tu as utilisée. Donc comment est-ce que tu approches cette conversation-là? Et j'imagine il y en a beaucoup qui avaient jamais vraiment pensé de manière consciente. Non, exactement. Bah, je demande, bon, souvent déjà j'ai un petit peu le contexte en début de consultation et j'aime bien poser deux questions qui stressent ou surprennent toujours un petit peu, mais je trouve que c'est important. La première, je demande aux personnes de se décrire. Et du coup, j'ai un peu une idée du profil. Les personnes qui me disent ultra carré, très exigeantes, je me dis, bon, déjà, c'est des personnes qui vont avoir tendance à beaucoup s'investir dans leur sport. Et Mm. moi, avec mon protocole, du coup, j'y vais un petit peu avec des pincettes et je donne pas un truc ultra militaire et carré. Il y a des personnes qui vont me dire euh, qu'elles sont hyper anxieuses, hyper stressées. Et la deuxième question que je pose, c'est comment ça va en ce moment dans la sphère pro, dans la sphère perso, sans rentrer dans le détail. C'est juste que j'ai une idée un petit peu globale du contexte. Est-ce que c'est une bonne période? Est-ce que c'est une période compliquée? Est-ce que c'est une période chargée? Et voilà, là récemment, j'avais une sportive qui était, enfin, qui prenait plus aucun plaisir à l'entraînement en fait, et qui était épuisée, enfin, qui avait plein de symptômes physiques, mais qui au-delà de ça prenait plus de plaisir, savait même plus pourquoi elle faisait ses compétitions. Et en parallèle, elle avait un boulot à plein temps, plus un master à distance, plus une vie sociale. Et en fait, on se rend vite compte de, OK, bon, bah là, il va falloir aller un petit peu discuter de cet équilibre et faire comprendre que l'énergie peut pas être partout. Et que oui, on est dans un club où les personnes, elles font 4 séances par semaine, 5 séances par semaine, mais peut-être que cette personne, voilà, elle a plus d'énergie à ce moment-là de sa vie. Peut-être qu'elle s'est dit, mais cette année, je me fais un gros kiff, c'est sport en premier, je fais plein Mm. de compètes. J'axe ma récup, enfin, voilà, je privilégie ma récup, je me fais accompagner pour la nutrition. Là où toi, cette année, tu t'es dit, j'ai un plein temps, je fais un master dans un truc qui me passionne. Et dans ces cas-là,
je fais un protocole, bien sûr. On regarde la micronutrition, on regarde les hormones, on fait plein de choses. Mais au final, je suis presque convaincue que ce qui compte le plus dans le protocole, c'est cette discussion. Parce que, et je lui dis, voilà, là, pendant un mois, tu bouges si tu veux, tu t'entraînes si tu veux. Par contre, en termes d'intensité, voilà comment on ajuste. En termes de volume, voilà comment on ajuste. Et ton objectif, le matin, quand tu te lèves et que tu vas t'entraîner, c'est je prends du plaisir. C'est Mm. reprendre du plaisir dans ton sport. Parce qu'au final, on accompagne des humains, encore une fois. Et pour moi, un sportif qui gagne sa compète, mais qui est hyper malheureux, qui a fait une croix sur ce qui comptait pour lui dans sa vie, enfin, c'est pas que ça n'a aucun intérêt, mais presque. En tout cas, moi, c'est pas le résultat que je souhaite obtenir et j'en discute pour être sûr que l'objectif est commun. Et c'est très rare que j'ai quelqu'un qui me dit non, 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 moi je veux juste gagner et peu importe si je suis hyper malheureux. Et, et ouais, j'ai l'impression que, en tout cas, de ce que je ressens à la fin de l'échange et de la consultation, il y a déjà un pouf, un poids qui s'est enlevé et on a refait un peu ce dézoom et on se dit, OK, en fait, ça a cette place dans ma vie et je peux prendre un max de plaisir et prendre soin de ma santé en même temps. C'est juste que, oui, peut-être que j'avais tendance à me comparer et à suivre le plan au détriment de ce que je ressens. Et peut-être qu'en fait, l'équilibre parfait, ce qui va faire que je vais prendre un max de plaisir à cette compète, je vais avoir envie d'en faire d'autres et je vais continuer à progresser, parce que c'est quand même ça l'objectif, Mm. ça va être de lever le pied un petit peu, de faire moins mais mieux et de rééquilibrer ce qui me fait du bien dans ma vie, quoi. Ouais, c'est marrant comme le fait de prendre du plaisir, c'est un signe que les choses vont plutôt bien en général. Et dès le Mm. moment où ça va plus, et ça devient une corvée, et ça, c'est plus ce que c'est censé être, ben, encore une fois, c'est un signe qu'il faut changer les choses. Il y a toujours cette citation qui me revient en tête de Niels van der Poel, un patineur de vitesse qui a fait double médaille d'or olympique à Beijing et double record du monde, il avait partagé tout son manuel d'entraînement après, et il avait dit, il faut apprendre à écouter le corps quand il te murmure pour ne pas devoir l'entendre crier. Et je trouvais que c'était une manière tellement belle d'illustrer cette chose-là qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter. Et ouais, le fait de prendre du plaisir, c'est ton corps, ou de pas prendre de plaisir, de plus prendre du plaisir, c'est un signe que ton corps, il t'envoie et il est en train de te parler tout le temps, en fait, ton corps. Mais on nous l'apprend pas à l'école, ça. Exactement, et on devrait, et moi c'est vraiment tout ce qui drive mon envie de transmission aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai appris quand j'ai repris mes études, je me suis dit, mais bon sang, mais tout le monde devrait savoir ça. Enfin, c'est tellement précieux. Et je me suis encore rendu compte là en début d'année où j'ai un peu forcé parce que ben, je suis humaine aussi et que moi aussi, je continue de faire ces erreurs et j'ai un tempérament où je suis à fond dans tout ce que je fais. Et voilà, je trouve pas toujours la pédale de frein tout de suite. Et du coup, j'ai commencé à avoir des petits symptômes, justement, frilosité, perte de cheveux à nouveau. Enfin, puis voilà, j'ai tout de suite senti en termes de niveau d'énergie parce que pour le coup, je me connais très bien Mm. qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, je me dis, ben, avec les connaissances que j'ai, je suis allée au labo, j'ai fait un bilan. Je savais ce qu'il allait avoir au bilan parce que je me connais. J'ai mis tout de suite en place ce qu'il fallait. Et en fait, là où quelqu'un aurait pu avoir des années, enfin au moins des mois d'errance, de régression dans son sport, de se demander pourquoi, enfin, c'est quoi mon problème, faut que j'arrête le sport, ça me rend pas heureuse. Et puis, enfin, voilà, d'avoir un moral en berne et d'avoir une cascade négative, je me dis, ben, moi, ces connaissances m'ont permis de tout de suite savoir comment réorienter, comment adapter mon entraînement. Et en fait, c'est tellement précieux parce que ben, ça a un impact, encore une fois, de manière beaucoup plus large que simplement sur le sport. Et comme tu disais, l'humeur, c'est vraiment un critère hyper important. Alors bien sûr, il y a des jours où on est moins motivé que d'autres. Et faut pas se dire, c'est qu'un matin où j'ai un peu moins envie de faire la séance, un peu dure, qui est prévue, j'y vais pas. Mais globalement, de toute façon, cette baisse de motivation, elle s'accompagne d'une baisse de performance ou d'une stagnation. C'est jamais un facteur isolé, mais c'est un facteur sous-estimé et ignoré et qu'on ne relie pas assez à l'entraînement, alors que quand pendant plusieurs mois, voilà, l'entraînement, ça devient la tâche noire de la journée, tous les jours, enfin voilà, non, pourquoi c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, Qu'il y a quelque chose. on a parlé un petit peu des symptômes avant, qu'on voit le plus souvent. Maintenant, si on parle des causes au niveau justement hormonal, de ce que toi, tu vas pouvoir déceler dans les tests un peu plus poussés que tu mets en place, qu'est-ce qui ressort typiquement pour les différents symptômes que tu as cités tout à l'heure? Ah, typiquement, bah, déjà, tout ce qui est carence micronutritionnelle. Ok. Et ça, à nouveau, c'est... Je me souviens avoir une discussion en kiné avec une patiente qui me parle de micronutrition. Et je crois que c'est la première fois que j'entendais ce mot. Et en fait, je sais pas, c'est ridicule, mais le fait qu'il y ait micro dans le mot, je me suis dit, ah, c'est du détail. Et Comment c'est tu, bête.
Comment tu définirais aujourd'hui micronutrition pour ceux qui pensent ça, par exemple? C'est pas du détail. La micronutrition, c'est le fait d'apporter suffisamment de micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et là où je pensais que c'était justement du détail, du micro, que c'est des petits dosages, donc ça faisait pas la différence. Aujourd'hui, en fait, ben, j'ai compris bien sûr que c'était hyper important. Et en fait, j'aime bien imager ça comme, tu sais, les médicaments où il y a une sécurité enfant, avec, Mm, faut presser le bouchon avant de le tourner. mm, Vraiment, c'est un petit peu ça. C'est la condition qui fait que l'hormone va pouvoir être produite, qui fait que l'enzyme va pouvoir fonctionner. Et en fait, du coup, c'est tout sauf du détail. Et s'il n'y a pas ces conditions, s'il n'y a pas ces petits outils-là, le corps ne fonctionne pas. On peut avoir le meilleur médicament dans le pot. Si tu n'appuies pas sur le bouton avant de le tourner, tu n'arriveras pas à l'ouvrir et tu n'arriveras pas mm, à l'utiliser. Et ouais, ça a vraiment changé du coup ma façon de voir la santé et de voir l'alimentation aussi, parce qu'on a tendance à prêter attention justement aux macronutriments. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez expliqué, assez répandu et assez facile, assez accessible en termes d'information aujourd'hui. Les glucides, les lipides, les protéines. Un sportif qui s'investit un minimum dans son sport, en général, a quand même des notions à ce niveau-là. Euh, mais il reste cette notion floue de calories pleines ou calories vides. mm, Et la différence entre les deux va justement résider dans combien de micronutriments apporte, euh, apporte mon alimentation. Et ce qui a vraiment fini de me convaincre, ça a été la mise en pratique, en fait, de me dire, enfin, de voir des patients et des patients chez qui, quand on remontait les carences, mais tout repartait, la santé s'améliorait. Et en fait, c'est vraiment comprendre que le corps sait faire. Enfin, moi, je suis vraiment convaincue de ça. Et je me dis, moi, mon rôle, c'est vraiment de placer le corps dans un environnement dans lequel il a ce qu'il lui faut pour fonctionner et retrouve son équilibre. Et la micronutrition, ça rentre vraiment dans cet état d'esprit-là, de se dire, ben voilà, je supplémente ce qu'il a besoin. Et c'est important chez le sportif parce que, oui, le sport a plein de bienfaits d'un point de vue santé, évidemment, mais ça va aussi entraîner des dépenses plus importantes, donc des besoins plus importants. mm. Donc, c'est aussi voilà, un profil chez qui il faut être attentif à apporter plus pour répondre aux besoins qui sont plus importants. On produit plus d'énergie avec plus de mitochondries. Et ça, je pense que les personnes qui suivent ton podcast sont globalement assez familiers avec ces notions. Mm. Mais, euh, mais voilà, la micronutrition, c'est tout sauf du détail. Ouais, ben, allons un petit peu plus loin là-dedans. Parle-nous justement de ces interactions entre les vitamines, les minéraux et ce fonctionnement, que ce soit au niveau hormonal ou au niveau métabolique. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les éléments les plus importants pour toi quand on essaie de mettre ces choses-là en lien, la micronutrition et la sphère hormonale et métabolique? Ça va être de comprendre, par exemple, la thyroïde pour fabriquer ces hormones. Donc, la thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre des mitochondries. Donc, c'est celle qui va dire aux mitochondries, il faut fabriquer plus d'énergie plus rapidement. Et une hormone, c'est vraiment un messager. Donc, c'est vraiment comme une lettre qu'on envoie, Mm, c'est le système de communication interne au niveau de l'organisme. Donc, si l'information, c'est on ralentit, on brûle pas d'énergie, concrètement, les mitochondries vont ralentir et produire moins d'énergie. Et ces hormones thyroïdiennes, par exemple, en amont, pour être produites, elles vont avoir besoin de fer, elles vont avoir besoin de zinc, elles vont avoir besoin d'iode, elles vont avoir besoin de certains acides aminés qu'on va trouver dans les protéines. Le zinc, il va notamment servir à la conversion. On va avoir besoin de vitamine D, de vitamine B12. Et ça, c'est vraiment pour zoomer, par exemple, sur la sphère thyroïdienne. Ensuite, la mm, mitochondrie, elle va aussi avoir besoin de ses propres clés. Elle va avoir besoin de fer à nouveau, ni trop, ni trop peu, de coenzyme Q10, de vitamine B1, de vitamine B2, B3. Et globalement, si on zoome comme ça sur toutes les fonctions, on se rend compte qu'il faut le spectre complet. Donc, si on dézoome encore sur les besoins de concrètement de quoi on a besoin, ben, on revient toujours à une alimentation équilibrée mm. qui apporte voilà, tous ces micronutriments. Et j'aime bien fournir un tableau, par exemple, en comprenant voilà, où on peut trouver chaque aliment pour que les personnes puissent se dire, OK, je vérifie sur la liste des aliments, est-ce que j'ai des aliments de chaque case pour chaque micronutriment? Euh, il va y avoir les oméga 3 aussi, notamment, qui vont être super importants. Et, et voilà, je dirais que les principaux chez les sportifs, ouais, ça va être fer, zinc, vitamine B12, vitamine B9 aussi, l'iode, Mhm. qui est vraiment en priorité. Ok. Ouais, c'est super intéressant et comme tu l'as dit, bah, si on veut comprendre comment ça fonctionne, forcément, il faut aller un petit peu plus loin dans le technique pour arriver
à départager ou en tout cas à voir comment ces différentes clés vont affecter ces différentes portes. Mais donc toi, à la base, tu travailles via, c'est quoi? C'est des questionnaires, c'est des tests au niveau sanguin? Comment tu fonctionnes pour justement déceler ces carences? Ouais, pour la micronutrition, ça passe beaucoup par des tests sanguins ou urinaires Hmm. parce que, et pour pouvoir complémenter de manière efficace, c'est important. Il y a des micronutriments. Pour remonter une carence, par exemple, on ne va pas mettre le même dosage que pour entretenir un taux normal ou pour remonter une petite carence. Donc, suivant la taille de la carence, si on veut être efficace et complémenter avec un dosage qui permet de la remonter rapidement, c'est bien d'avoir un dosage pour pas être dangereux également, parce que par exemple, des micronutriments, le fer, aussi important soit-il, il en faut assez, absolument, mais il en faut pas trop non plus, parce qu'ensuite, ça va être pro-oxydant. Donc, c'est vrai que ça a un coût parce que tout n'est pas remboursé. Dans mon bilan, en tout cas dans ce que je fais, ce que je conseille de faire doser, personnellement, la priorité, c'est la micronutrition. Parce que je pars du principe que si jamais le corps, justement, n'a pas ces outils à disposition, aller mettre des suppléments, des plantes, etc., oui, ça va peut-être faire du bien, mais ça ne sera pas suffisant. Et il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Et ça, c'est une des choses que je trouve qui est hyper importante de transmettre, en tout cas pour moi. Enfin, quand on voit la complémentation qu'achètent les sportifs, c'est beaucoup des suppléments en plus. Et en fait, très souvent, on ne s'assure pas que la base est en place. Il y a Hmm. très peu de sportifs qui font un bilan et qui se disent, OK, bon, bah, déjà, mon corps, il a tous les micronutriments qu'il lui faut pour fonctionner. Ah, parce que prendre des boosters ou de prendre des plantes qui sont censées booster, si ton corps il a pas ce qu'il faut pour produire ses hormones thyroïdiennes ou si ta mitochondrie elle a pas ce qu'il lui faut pour produire ses hormones, on va masquer un problème. Encore une fois, la caféine va masquer un peu la fatigue et on va soutenir le système nerveux d'une certaine manière, mais il manquera toujours les micronutriments, donc c'est gaspiller un peu son argent. Et voilà, c'est pas selon moi dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Et comme tu dis, c'est important de zoomer un petit peu sans faire un cours de physiologie. Mais personnellement, si on me dit simplement la micronutrition, c'est important, ou si on me dit, ben, tu vois, ta thyroïde qui active ta production d'énergie, concrètement, elle a besoin de cette clé, cette clé, cette clé, sinon ses hormones ne sont pas produites. Donc, c'est important que tu aies ça, ça, ça dans ton alimentation et que tu fasses éventuellement bien, un bilan sanguin. On se dit, ah oui, ok, je comprends un peu mieux. Du coup, j'ai beaucoup plus envie d'appliquer les choses et de les mettre en place que si juste on me dit euh, mange correctement ou pareil pour le sommeil, tu vois, si on me dit Hmm. coupe ton téléphone à 22 heures, point. Ou si on t'explique que justement ton horloge interne, elle fonctionne en fonction de la lumière et que tu vas perturber ton rythme circadien et la production de mélatonine qui te permet de récupérer et d'être performant. C'est formulé un petit peu différemment et on explique un peu mieux, mais je trouve que c'est plus facile de s'impliquer et de mettre les choses en place que quand on a un petit peu plus d'infos, quoi. Mhm. Et typiquement, ça va prendre combien de temps pour rétablir ces carences une fois que tu les as décelées et une fois que tu as mis en place l'intervention qui est appropriée avec la personne? Ça dépend vraiment des carences. En moyenne, en 3 mois, déjà, on a quand même des bons résultats. S'il n'y a pas des bons résultats, c'est qu'il n'y a pas une bonne absorption intestinale et qu'il faut aller voir du côté du système digestif Mhm. parce que c'est une possibilité. Et c'est ce qui fait que, selon moi, la digestion, c'est une priorité absolue chez les sportifs. Et ça aussi, c'est trop peu, je trouve, mis en avant et trop peu accompagné. Alors qu'en fait, pourquoi, selon moi, c'est à la base? Parce que ben, ça détermine l'absorption de tous les micronutriments. Et donc, comme le corps a besoin de ces micronutriments pour toutes ses fonctions, si déjà au niveau de la digestion, ça va pas, on peut complémenter, ça va prendre des mois, la personne ne va pas absorber. Donc voilà, quelqu'un qui absorbe bien ses micronutriments et qui n'a pas des grosses, grosses carences en 3 mois, ça peut être bien. Je pense que la carence, les deux grosses carences que j'observe le plus souvent, c'est la vitamine D et le fer. Il y a des belles carences en iode aussi, mais pas aussi bas en termes de taux en général que le fer, où des fois il y a des taux qui sont vraiment hyper bas et Mhm. pour qui, d'un point de vue médical, ça passe quoi. Enfin, on me dit, mais je comprends pas, le médecin m'a dit que c'était OK parce qu'il n'y a pas cette formation accès pareil en médecine et du coup, bah, ça met aussi voilà, beaucoup de temps à remonter des fois. Mais globalement, en 3 mois, ouais, ça peut, si on complémente bien avec le bon dosage et qu'on a eu un bilan qui nous permet d'être précis, ça peut déjà bien remonter. Certaines carences vont prendre plus longtemps. Ça Mhm. peut prendre 6 mois. Donc pour la vitamine D, il faut passer plus de temps au soleil, c'est ça? Exactement. Ouais, la vitamine D, c'est hyper important, mais effectivement, les carences, ça vient du fait principalement du manque d'exposition au soleil. Et Ouais. pourtant, c'est une qui est absolument essentielle, qui intervient dans quasiment, qui se comporte enfin, comme une hormone d'ailleurs, qu'on appelle vitamine D, Mhm. mais qui a vraiment un rôle central en termes de santé. Et tu l'as dit avant, hein, c'est le soleil qui détermine notre rythme interne, enfin qui détermine le rythme de la planète sur laquelle on vit, hein, et la manière dont on tourne autour.
Comme tu l'as dit, la vitamine D, j'avais entendu un médecin dire ça, ça m'avait vraiment marqué. Je le répète souvent maintenant, c'est qu'il y a pas il y a pas de saison de la grippe, il y a juste une saison de déficit de vitamine D. Ah, Euh, c'est parce beau. que, parce qu'au final, ta vitamine D, c'est extrêmement important pour ton système immunitaire aussi. Et quand tu es en carence là-dessus, ben, tu me corriges, hein, c'est ton domaine, pas le mien, mais tu vas plus souvent tomber malade, justement. Ça, c'est un des signes aussi que ben, tu es affaibli à ce niveau-là et qu'il te manque quelque chose. Et, euh, et je trouve on en parlait encore hier avec ma maman. Euh, on a cette peur du soleil maintenant, comme quoi tu vas choper le cancer de la peau. Et oui, si tu prends des coups de soleil à répétition tous les ans, il y a des chances, il y a des grandes chances. Mais la dose fait le poison comme pour beaucoup de choses. Et si tu... bah, ça, c'est quelque chose auquel ma femme Lynn m'a sensibilisé il y a 2 ans maintenant et j'ai vraiment commencé à le faire l'année dernière. Et là, cette année, dès qu'il y a du soleil, je suis dehors. Mais c'est en gros, ben, c'est comme la zone 2 avec l'entraînement, c'est que si tout ce que tu fais, c'est de la haute intensité, à un moment donné, tu vas te cramer. Mais si tu fais assez de basse intensité, ça va te permettre de mieux tolérer la haute intensité. Et ben, s'exposer au soleil le matin avant que ce soit super chaud et avant que le soleil soit super fort, et ben, ça te permet justement de mieux tolérer ensuite quand il fait chaud. Moi, je sais qu'en tant qu'Irlandais qui avait une sale habitude de prendre des coups de soleil tous les ans, là maintenant, ça fait 2 ans que je passe beaucoup plus de temps au soleil qu'avant et que je brûle quasi, je prends plus de coups de soleil. Et ça change tout au niveau humeur, au niveau énergie aussi. C'est assez fascinant, mais on a cette peur du soleil aujourd'hui que non, faut se couvrir, faut mettre de la crème solaire, faut mettre des lunettes. Alors que, en fait, si c'est bien dosé, c'est peut-être un des trucs les plus importants que tu puisses faire. Complètement. Bah, comme tu dis, c'est la dose qui fait le poison. Et quand je te parle de placer le corps dans un environnement dans lequel il peut prospérer et dans lequel il trouve son équilibre, le soleil en fait clairement partie. Et qui dit soleil, dit tout simplement passer du temps dehors. Et on Ouais. avait déjà eu cette discussion sur un autre échange. Et on revient toujours à la marche, qui pour moi est absolument Mm. essentielle aussi. C'est combien de temps tu passes dehors. Et personnellement, j'ai une peau qui est assez mate. Donc les peaux mates peuvent avoir tendance à métaboliser un petit peu moins la vitamine D. Enfin, en tout cas, voilà, on peut avoir des taux qui sont un petit peu plus bas. Alors, je suis pas non plus. J'ai toujours une peau de française, mais, mais voilà, ça peut faire une petite différence. Et pour le coup, je fais jamais le lézard au soleil à cramer, d'autant plus que je vis en Australie, donc c'est pas franchement recommandé Ouais. dans ces zones-là. Et pour autant, je marche tous les jours, absolument tous les jours. Enfin voilà, je fais toujours au moins un trajet à pied et quand c'est pas prévu dans ma journée, je prends 30 minutes pour aller marcher. Je mets pas forcément de crème, après j'y vais pas non plus à 13 heures. Et quand j'ai fait mon bilan sanguin du coup en janvier, j'avais un taux mais incroyable de vitamine D et je me suis dit bah comme quoi, alors c'est pas, je prends pas mon cas comme un cas global, mais je me suis dit, enfin j'aurais été surprise quand même que ce soit très bas vu l'exposition au soleil. Et malgré tout, ben oui, la vitamine D, ça passe en grande partie par ça. C'est une vitamine qui est essentielle à notre santé, aussi bien pour la santé musculaire que, comme tu disais, pour moduler l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est le moyen de défense et d'action du système immunitaire. Donc, effectivement, c'est une vitamine à checker d'autant plus chez le sportif qui est blessé à répétition, qui Mm. a des symptômes inflammatoires. Voilà, dans un contexte d'inflammation, petite précision, c'est encore plus important à aller checker et complètement passer du temps dehors. Ça fera du bien à votre santé, on est fait pour ça. Et en plus, vous aurez des meilleurs taux de vitamine D. Ah, et t'as parlé du fait que tu es en Australie, comme tu dis, la latitude à laquelle tu te trouves et à laquelle ton bagage génétique a évolué, c'est un truc qui m'intéresse depuis un petit moment maintenant. Le premier truc qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était les mitochondries. Et il y a cette idée de couplage mitochondrial. En fait, c'est le fait qu'une mitochondrie soit plus ou moins efficiente du point de vue de la production d'énergie et notamment vis-à-vis de la production de chaleur. Et ce que j'avais trouvé dans mes recherches, c'était que il semblait que les personnes qui avaient un bagage génétique qui venait plus proche de l'équateur, eh ben, ils avaient un couplage mitochondrial qui était plus important, ce qui veut dire que, en gros, leur métabolisme produisait moins de chaleur pour tant d'ATP produits ou tant d'oxygène utilisé, alors que les personnes dans enfin, en haut, loin de l'équateur, disons les Suédois, les Norvégiens par exemple, proches des pôles, eh ben, ils avaient un découplage mitochondrial plus important, c'est-à-dire que pour une quantité d'oxygène utilisée, leur mitochondrie produisait plus de chaleur parce que forcément c'est adaptif. Si tu es dans un environnement qui est froid, tu as envie de pouvoir produire de la chaleur en interne. Et ça se manifestait notamment,
chez les sportifs de haut niveau, les sportifs en endurance, si tu mesures leur VO2 max, typiquement, par exemple, des Kenyans, ils vont pas avoir des VO2 max astronomiques, mais ils ont un couplage qui est tellement efficace qu'au final, ils perdent très très peu de cette énergie, alors que tu regardes bah, notamment les Norvégiens, les Suédois ou des gens qui viennent de latitudes plus élevées, tendent à avoir des VO2 max à très haut niveau qui sont très 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 hautes, mais ils vont perdre une plus grande partie sous forme de chaleur. Et au final, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour le taux de mélanine. La mélanine, en fait, plus tu es loin de l'équateur, ben, moins tu en as, parce que plus il faut que tu puisses absorber. La mélanine, elle sert presque de protection au soleil, hein, pour les gens qui ont la peau plus pigmentée. Et donc, il y a beaucoup de liens, en fait, avec la santé, le fonctionnement du corps et d'où tu viens et où tu habites. Mais encore une fois, ça, on nous le dit pas et c'est intéressant, je pense, de se plonger là-dedans. Hyper intéressant. J'avais pas du tout cette notion, tu vois, en fonction de où tu as évolué ce couplage mitochondrial, mais ouais, c'est hyper intéressant, ça me donne envie de creuser un truc de plus. Ouais. Mais ça, enfin, ça met encore une fois en lumière le fait qu'on est tous différents, même d'un point de vue génétique, Mhm. et on revient à l'importance de l'individualisation aussi. Ouais, et tu l'as dit avant, hein, une des sphères où l'individualisation est absolument indispensable, c'est la digestion et le fait que le microbiote soit tellement individuel et même bah, il change au cours de ta vie, hein, à tel point même que à un moment donné, Lynn était très réactive au bœuf, à la viande de bœuf. Sur un test sanguin, c'était le truc le plus réactif. Alors, t'es pas allergique, mais bonne intolérance quand même, avec des gros maux de tête pendant 24-48 heures après qu'elle mange du bœuf. Elle avait complètement arrêté de manger du bœuf pendant, je crois que c'était 2 ans à peu près. Et une année après ça, donc 3 ans après vraiment être très sensible au bœuf, on avait, pour tester avec Lynn, on avait fait 3 mois de carnivore, on avait mangé que de la viande. Et donc elle tournait H24 sur du bœuf en gros. Et donc en l'espace de 3 ans, elle était passée de très sensible à je mange quasiment que ça et je fonctionne du feu de Dieu. Je trouve tellement intéressant de se dire que pour un individu donné, si tu, enfin, ça peut changer de manière drastique avec même assez peu de temps en fait. Donc c'est tellement plus complexe que l'entraînement où oui, tu as des grands principes, tu peux les appliquer à tout le monde, mais la nutrition, il faut vraiment prendre la personne et il faut prendre la personne maintenant et c'est ça qui va déterminer ce qu'on doit faire après quoi. Complètement. Mais c'est pour ça que c'est aussi important d'individualiser et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de trouver des informations qui nous conviennent. Enfin, on a l'impression de voir tout et son contraire et c'est pas que tout le monde raconte n'importe quoi, c'est juste qu'il y a des personnes à qui ça va convenir, d'autres à qui ça va pas convenir, et que comme tu dis, à une période de vie donnée, il y a des choses qui vont convenir et à d'autres périodes non. Ça Mhm. peut venir de carences, ça vient de la santé intestinale à un moment donné aussi. Peut-être qu'à un moment, elle avait une santé une perméabilité intestinale qui était plus importante, Ouais. un système immunitaire qui était plus réactif aussi, tu vois, qui avait tendance à partir en inflammation parce qu'il y avait une carence en vitamine D, en oméga 3. Enfin, c'est un contexte global, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas assez. Enfin, pour moi, c'est important de comprendre que la digestion prime sur, enfin, quelque part, sur l'alimentation, dans le sens où Mhm. si on a l'assiette parfaite sur le papier, mais qu'on n'est pas capable de la digérer ou que ça nous entraîne des troubles digestifs, on va pas absorber ce qu'on mange et du coup, enfin voilà, toute la chaîne est cassée. Alors après, les troubles digestifs, ça peut être lié soit à un déséquilibre qui vient de l'assiette, parfois la cause est vraiment dans l'assiette. Il y a un déséquilibre qui nous convient pas ou il y a un excès de fibres notamment ou de protéines chez certains sportifs, beaucoup aussi. Donc ça peut venir soit de l'alimentation, soit des capacités digestives de l'organisme. Il faut trouver un petit peu l'équilibre. Parfois, l'assiette on se dit là, franchement, c'est vraiment optimal, c'est simple à digérer. Par contre, il y a des capacités digestives qui sont extrêmement diminuées. Mhm. Donc là, va travailler un peu là-dessus. Mais en tout cas, c'est important de se dire, quoi qu'il en soit, peu importe d'où vient le problème, si c'est mes capacités digestives qui sont en galère, mon estomac qui est en galère, mon intestin qui est en galère, ou si c'est mon assiette qui ne me convient pas, ma priorité, c'est de trouver ce qui me convient et de faire en sorte que ce que je mange, je l'absorbe et je le digère. Parce que il y a cette histoire de carence qui fait que ça va impacter l'ensemble de l'organisme, mais il y a aussi le fait que l'intestin, c'est une barrière dans notre organisme et c'est la barrière la plus fine et la plus fragile. On a la peau, par exemple, qui est une barrière qui nous enveloppe, une barrière à triple couche, quand même assez épaisse et efficace malgré tout. La barrière intestinale, c'est une seule couche des cellules qui se renouvelle toutes les 48 à 72 heures. Mhm. Donc il faut bien des protéines à nouveau pour renouveler. Et la deuxième ligne de défense de ça, c'est notre système immunitaire. Donc des problèmes digestifs, ça va entraîner un dérèglement, une suractivation du système immunitaire qui est la deuxième ligne.
Et encore une fois, bah voilà, ça va impacter tout l'organisme, ça va dérégler nos réactions d'inflammation qui, au lieu d'être vitales, efficaces, vont devenir chroniques et inefficaces. Et c'est vrai que quand il y a différentes problématiques et qu'il y a l'intestin reste toujours une priorité. Et je trouve que c'est hyper important de s'y reconnecter et de comprendre aussi quels sont les symptômes des troubles digestifs parce qu'il y a aussi des personnes à nouveau qui sont constipées depuis 15 ans et qui du coup se disent, ben, c'est mon rythme, ou qui à l'inverse, enfin voilà, ont un transit très actif et se disent c'est normal, ou qui ont toujours eu des gaz, ou enfin des gaz vraiment en excès et Mm. qui ont même pas forcément conscience que c'est un problème en fait, et alors que voilà, je le répète, mais c'est ultra important. Ouais, et encore une fois, c'est prendre conscience de ces symptômes et le fait que c'est pas normal et c'est pas parce que ça a toujours été comme ça pour toi que c'est normal. Hein. Et donc, comment tu aides les sportifs justement à se rendre compte euh, que ces choses-là sont pas normales, même si ça fait depuis toujours que c'est comme ça pour eux? Moi, je leur explique ça principalement. Enfin, moi, je pose toujours les questions du coup assez précises et pas toujours hyper glamour, mais c'est hyper important parce que du coup, ça nous explique vraiment, ça met vraiment en lumière ce qui fonctionne pas parce que beaucoup de sportifs ont des symptômes au niveau de l'intestin, des inconforts au niveau de l'intestin, alors qu'en fait, au niveau de la digestion haute en amont, au niveau de l'estomac, au niveau du foie, de la vésicule biliaire, il y a des choses qui déjà fonctionnent pas bien. Donc moi, je pose déjà pas mal de questions et après, je donne des notions, par exemple, au niveau du transit. Voilà, on doit être entre une à deux selles par jour, un transit enfin, plutôt moulé en termes de consistance. Et ça, c'est des notions qu'on n'a pas forcément parce que c'est pas vraiment des discussions qu'on a autour d'un thé le dimanche ni même à l'école, alors que c'est quand même voilà, important d'avoir ces notions-là. Et de toute façon, après, en termes de... Les troubles digestifs, ils vont être assez inconfortables la plupart du temps. On peut avoir des signes assez sournois, notamment l'eczéma, l'acné, qui vont être liés à des dérèglements du système immunitaire et nos processus d'évacuation qui vont être liés à la digestion, mais c'est assez rarement isolé, je dirais en tout cas de ce que j'observe. En général, on a quand même des inconforts, notamment des ballonnements, le ventre qui gonfle, des crampes, un transit qui est déréglé, des nausées. Et je dirais que une bonne digestion, c'est une digestion qu'on ne sent pas de manière générale. C'est voilà. À partir du moment où on ne sent pas spécialement notre digestion, c'est bon signe. À partir du moment où on est épuisé après, où on a le ventre qui gonfle, on est obligé d'y penser, on se dira non, faut pas que je mange ça parce que je vais devoir ouvrir mon pantalon ou je vais avoir des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer au minimum. Ouais, je pense que tu as dit là, le fait que la bonne digestion, c'est celle que tu remarques pas. Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Les moments où je me sens le mieux de ce point de vue-là, c'est typiquement, et je le fais pas pendant des périodes très très prolongées, je le fais périodiquement quand ça m'arrange, quand ça me convient le mieux. Mais quand je me mets on va dire, avec un focus assez élevé sur tout ce qui est protéines animales, avec des légumes, parce que sinon Vincent, il va me taper sur les doigts. Et ma femme aussi est de ce même pied. Donc voilà, il faut manger ses carottes, il faut nourrir sa flore intestinale. Mais au final, enfin pour moi en tout cas, la protéine animale, c'est quelque chose que je digère très très bien. Et quand je mange comme ça, comme tu as dit, je ne sens pas ma digestion. Et ça m'avait vraiment marqué la première fois qu'on avait fait l'expérience justement au Canada il y a quelques années avec Lynn, de faire ces 3 mois en full carnivore. C'était la première fois où je remarquais plus ma digestion en fait. Et avant ça, je me rendais pas compte qu'il y avait des trucs qui allaient pas, mais pour moi c'était normal parce que ça avait toujours été comme ça. Donc je vois exactement ce que tu veux dire. Et encore une fois, ça met le doigt sur le fait que la digestion c'est super important. Si tu n'arrives pas à digérer et à absorber les différents éléments, eh ben ça va poser des soucis ensuite. Par rapport à la digestion, vu qu'on est sur le sujet, pourquoi est-ce que je tolère certains types de café et d'autres pas? Il y en a que je digère mieux que d'autres, il y en a qui me dérangent beaucoup et d'autres pas du tout. Comment on peut expliquer ça? Je ne sais pas s'il y a Café, une ça explication. Alors, entre les différents types de café, je ne saurais pas te dire exactement. Ok. Le café en lui-même peut être irritant et il va Hmm. accélérer la chasse gastrique et la chasse intestinale aussi. Donc, il va en quelque sorte accélérer ta digestion, ce qui peut Hmm. mener à des troubles digestifs. Hmm. Euh, et il peut être vraiment inflammatoire pour l'intestin en lui-même, pour l'estomac aussi, en général, les personnes qui ont l'estomac sensible. Donc, je dirais que ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui sont plus irritants suivant la composition et plus pro-inflammatoire. Je suis pas une experte des types de café. Je remarque juste que les gens boivent beaucoup trop de café Ouais, bah, de manière générale. ouais.
Un truc que j'ai commencé à faire récemment, c'est que le matin, je bois du thé maintenant. Quand je me lève, je fais une grosse boîte à thé. Et comme ça, j'en ai pour la journée. J'ai quelques tasses. Plus tard dans la journée, je prends un café en général, mais c'est plutôt vers 10-11 heures ou même en début d'après-midi. Typiquement, maintenant, j'en bois un. Et je sens vraiment la différence. Là où avant, tu sais, je me disais, ouais, non, j'ai pas d'énergie, faut que je boive mon café le matin, sinon j'arrive pas à me réveiller. Parle un petit peu de cette dépendance du café le matin pour se réveiller et comme quoi c'est pas la meilleure chose à faire. J'allais dire, faut pas me lancer là-dessus. Parce que Mais là, vas-y, lance Marion, on est là pour ça. non, mais en même temps, ouais, c'est un sujet hyper important. Alors, je suis pas anti-café à 100%, mais en fait, aujourd'hui, c'est une boisson sociale qui est tellement admise. Enfin, on considère que c'est de l'eau presque. C'est, ah bah, je bois un café le matin, un café avec mes collègues à 9h30, un café le midi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue bon, digestif, déjà, ça peut être irritant. Ça va pas être le cas chez tout le monde. J'insiste dessus chez les personnes qui ont justement tendance à avoir une inflammation intestinale, des diarrhées ou à sentir que la vidange gastrique se fait pas correctement. Mais le principal problème, selon moi, aujourd'hui, c'est l'impact sur le système nerveux parce que le café reste un excitant, un stimulant, Hmm, et que physiologiquement, c'est comme un événement stressant pour l'organisme. C'est comme un coup de fouet qui dit, allez, on produit une grosse dose d'hormones du stress, et qui en parallèle va masquer le message hormonal qui nous fait sentir je suis fatigué et qui nous mène à lever le pied. Donc c'est comme si on n'ouvrait pas l'enveloppe, en gros, hmm, qui arrive, et voilà, on n'ouvre pas le message, mais la fatigue est là. C'est comme si voilà, il y avait des impôts à payer, j'ouvre pas l'enveloppe, mais il y a toujours la dette. ouais, Euh, et du coup, c'est vraiment le gros piège du café, c'est qu'on va fatiguer notre système nerveux et masquer la fatigue. Donc on va vivre en gros à crédit d'énergie sur une dette de fatigue qui s'accumule, et ça peut prendre des années et des années avant qu'on s'en rende compte parce qu'il y a ce masquage de la fatigue. Et des fois, le système nerveux, il crache à 50 ans quand vraiment, enfin, il y a une fatigue hormonale qui s'est accumulée. Et j'aime bien illustrer pour vraiment simplifier le mécanisme des glandes surrénales et de la production des hormones comme une chasse d'eau sur laquelle on appuie. Quand il y a un événement stressant, ben, on a une décharge d'hormones du stress qui doit ensuite se re-remplir comme on laisse une chasse d'eau se re-remplir. hmm, Et le café, c'est comme si on tirait la chasse d'eau. Et quand on tire une chasse d'eau en permanence, ben, on a un débit qui est plus efficace. Et au niveau du système nerveux, c'est ce qui se passe. Et je suis pour qu'on garde le café pour le côté plaisir, de manière ponctuelle, pas plusieurs fois par jour, tous les jours en continu, et surtout pas parce que j'en ai besoin. Je pense qu'il faut que ça ouais, reste justement des plaisirs et pas ce côté béquille de si je le prends pas, j'avance pas, parce qu'il y a un moment ou un autre, il faudra payer l'addition de la fatigue. Et plus on attend, plus on tire sur la corde, plus c'est long, plus c'est pénible, plus ça coûte cher, parce qu'en général, ben, il y a plein de choses qui sont déréglées. Donc on a tendance à se dire, ah, ça fait... Il y a beaucoup de carences, donc il y a beaucoup de compléments, il y a des plantes, et ça, c'est valable en santé de manière générale. Plus on attend, plus on hmm, cache, plus quand on enlève ce qu'il y a sous le tapis, ben, il y a des choses à régler. Mais je pense que c'est hyper important de juste se dire que c'est pas une boisson, c'est pas de l'eau, que ça a un effet sur le système nerveux et hormonal. C'est valable pour le café, mais bien sûr pour tous les boosters aussi. Et toutes les boissons qui contiennent la molécule caféine. Et ouais. généralement, il y a ça maintenant qui vient s'ajouter. Alors oui, forcément, on se sent incroyable, on n'a pas la sensation créative. Ouais, alors oui, c'est merveilleux comme, comme sensation, mais l'addiction, C'est des petites en fait. ouais, C'est comme exactement. du microdosage d'amphétamine en fait. Ouais, non, mais c'est ça, franchement, c'est... Et moi, je me rends compte parce que, alors, pour le coup, je suis bien placée pour en parler quelque part parce que quand, justement, j'ai eu ces problèmes de santé, j'étais à 6 7 cafés par jour. Je bossais en cabinet, je faisais 8h 20h, un patient par demi-heure. J'avais des fois 2 sportifs en même temps, 3 sportifs. Enfin, j'avais un rythme de vie, je prenais pas le temps de manger parce que je suis toujours en retard. Donc, je décalais et j'allais faire mon WOD de CrossFit à 20h30, mais je pouvais tout faire, hein. Je pouvais bosser 12 heures par jour, m'entraîner le soir. Le Ouais, vendredi, j'étais au bord des larmes tous les vendredis en me disant, c'est fou, le vendredi, à chaque fois, j'en peux plus. Bah oui, t'es épuisé, ouais. forcément. Et, euh, et aujourd'hui, enfin, c'est pas que je supporte plus le café, mais aujourd'hui, je bois 2 gorgées de café. J'ai l'impression d'avoir pris de la cocaïne. Enfin, c'est... Franchement, j'ai bossé 14 heures de suite. J'ai une concentration qui est incroyable. Et alors qu'à l'époque, quand j'en buvais autant, je me disais, bah non, moi, ça me booste pas le café. Et en fait, je T'es, survivais.
T'es Et désensibilisé en fait quand t'en bois tout le temps aussi. C'est que ton corps il s'adapte à tout et il s'adapte aussi aux stimulants. Et donc plus t'en prends et moins ça a d'effet. Et moins ça a d'effet et plus t'en prends. Et c'est un peu le cercle vicieux quoi. Donc, et c'est marrant de se dire que au final, le sevrage, c'est littéralement le bon terme à utiliser, je pense, hein, le sevrage du café, bah, c'est désagréable pendant 2 3 jours. T'as mal à la tête en général. Enfin, en tout cas, moi, c'est le symptôme que j'avais quand j'essaie d'arrêter le café. Maintenant, ça me le fait, j'en bois assez peu pour que, même si j'arrête complètement, ça me le fait plus. Tu sais. Et c'est marrant de se dire aussi que tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de se dire, putain, si j'arrête pendant plus de 48 heures, je vais avoir un mal de crâne de dingue. Bah, là aussi, c'est peut-être un signe que si tu es dépendant à ce point où tu te dis, je peux pas ne pas boire de café, sinon je vais avoir mal à la tête, bah là, il y a certainement un souci aussi. Mais la migraine, alors il y a une vraie dépendance et moi je conseille même de jamais arrêter du jour au lendemain parce que le pire mal de tête de toute ma vie, et je pèse mes mots, ça a été après mon concours de médecine quand je me suis dit on va passer de 10 cafés à zéro du jour au lendemain parce Ah que ouais, j'ai plus besoin de réviser et que littéralement je ne pouvais pas décoller ma tête de l'oreiller. Enfin j'avais l'impression qu'on me vissait le cerveau, c'était affreux. Enfin c'est une douleur. Je me suis dit c'est pas possible quoi. Et donc je conseille même d'arrêter progressivement. ouais. Mais mais ouais, d'avoir conscience que, et en plus, chez énormément de personnes, ça a un côté anxiogène. Hmm. Ça va créer des angoisses. Donc, c'est les personnes qui sont, ouais, qui sont anxieuses. Je recommande vraiment de diminuer et de remplacer par du matcha, par exemple, qui contient quand même ces molécules, mais dans lesquelles il y a aussi de la L-théanine qui va moduler au moins ce côté humeur. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que la fatigue est là. Et je pense que on n'a pas du tout envie d'entendre ce message quand on a l'habitude du café, et pourtant on en a parfaitement conscience. Et en fait, ce que j'essaye aussi d'amener justement dans ces cas-là, parce qu'il y a des personnes, c'est drôle d'ailleurs, le café, c'est vraiment le truc, tu sais, quand je demande, bah, dites-moi un peu ce que vous mangez du matin au soir, est-ce que vous buvez? Il y en a qui commencent par le café, et ils le disent d'une manière où je sens qu'en gros, c'est alors ça, n'espère même pas que je Tu touches l'arrête, c'est pas. vraiment Ouais. non négociable. Je Touche me dis, pas à bon, mon c'est bon. café. Et en fait, c'est de dire après, enfin, dans ces cas-là, il faut accepter d'être fatigué. Et c'est pas agréable, mais il faut voir la fatigue comme une bonne chose et se dire, je fais un cadeau, enfin, oui, je vais être fatiguée, non, j'ai pas un problème, et oui, mon corps récupère. Et en fait, c'est juste que je laisse à mon corps la possibilité de récupérer ce qu'il n'a pas récupéré pendant des années. Et plus tôt je le fais, mieux ça se passe. Et c'est vraiment d'apprécier cette fatigue en se disant, c'est hyper désagréable, je déteste être mou comme ça et c'est pas du tout mon tempérament et en même temps bah, mon corps en a besoin. Il faut vraiment faire une phase de récupération, on recharge les batteries pour ensuite bah, avoir le système nerveux qui redémarre quoi. Ouais, je pense que tu as dit au niveau du sevrage progressif, c'est nécessaire, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est le même processus que quand tu prends des drogues un peu plus dures, on va dire. Et pour ceux que ça intéresse, on en avait parlé dans le podcast qu'on a fait avec ma femme Lynn il y a 2 3 semaines en arrière, où eh ben, elle prenait ces médicaments qui étaient des antidépresseurs, mais c'était pas pour la dépression, c'était parce elle souffrait d'hypersomnie et, euh, et que le docteur avait recommandé ça et que l'effet secondaire de ces médicaments, c'était que ça te gardait réveillé un petit peu plus parce qu'elle dormait 14 heures, 16 heures par jour. Et ça a bien marché au début, mais 1 an et demi plus tard, quand il a fallu s'en défaire, eh ben, fallait compter les petites billes dans les capsules et il fallait en enlever moins de 10% à la fois parce que sinon c'était atroce et elle pouvait même pas fonctionner. Donc au final, alors c'est pas aussi grave que ça avec le café, mais ça reste que bah, c'est quelque chose dont on est dépendant. Et n'en déplairont à tous ceux qui adorent le café, mon petit Basile, je t'aime et tes cafés, c'est les meilleurs. Et je vais continuer à boire tes cafés, t'en fais pas. Euh, donc, et je pense qu'il faut garder ce côté plaisir aussi, parce qu'il y a ce côté, comme tu l'as dit, le côté social, le côté plaisir. Mais il faut pas se faire enfermer dans il faut que j'en boive 6 par jour, sinon je fonctionne pas et que ça, c'est normal, quoi. Ça, c'est comme tout, c'est individualisé aussi. Les personnes sur qui j'insiste, c'est quand c'est un besoin, quand c'est trop en termes de quantité vraiment, et quand il y a vraiment une fatigue nerveuse. Et dans ces cas-là, quand c'est une personne voilà, pour qui c'est pas le focus, qui a un café par jour et qui est pas spécialement anxieux, enfin qui a pas de symptômes, je vais en parler du fait que selon moi, le tous les jours, ça reste beaucoup. Mais ça, c'est pas ce que je vais mettre en gros, en gras et en priorité. Contrairement à quelqu'un qui survit grâce à ça. Hmm. Et chez les sportifs, je pense que c'est vraiment un phénomène qui a aggravé depuis qu'il y a justement les boissons énergisantes, la caféine, les boosters qui sont de plus en plus euh,
populaire, répandue, enfin qu'on voit un peu partout. Et du coup, pareil, on voit ça comme si c'était de l'eau à nouveau. Et c'est juste avoir conscience que c'est pas de l'eau et qu'en termes de performance, si on garde l'image de cette chasse d'eau, si on veut être performant le jour d'une compétition ou voilà, quand on a vraiment un effort à faire, notamment dans des sports qui ont une grosse demande nerveuse, comme l'haltérophilie, ça va être un petit peu différent sur des sports d'endurance, mais il faut que cette chasse d'eau, elle puisse être pleine. Si ça fait des mois et des mois qu'à Hmm. l'entraînement, on vide la chasse d'eau et qu'on a un mini débit, eh ben, le jour de la compétition, déjà, le café va pas faire grand-chose par rapport à d'habitude, à moins d'en prendre beaucoup, ce qui va, bah, en termes de concentration et d'équilibre neurotransmetteur, va pas être terrible. Et en plus, ben, physiologiquement, le système nerveux, il sera plus en capacité d'être aussi efficace que s'il y avait eu de ces vraies phases de repos et de récup. Et ça me permet de préciser que du coup, un jour de récup, selon moi, au moins sur le plan nerveux, c'est un jour où on n'a quasiment pas de caféine. Hmm. Parce que si je fais de la récup, mais je bois 4 cafés, le système nerveux, il tourne toujours à plein régime, quoi. Ouais. Et du coup, cette recharge physiologique dont on a besoin, c'est comme ça que fonctionne notre corps, on la respecte pas. Comme à chaque fois qu'on s'éloigne de nos besoins physiologiques, le corps finit toujours par gagner à un moment ou à un autre. Et plus on va dans son sens et plus on comprend comment il fonctionne et plus on répond à ses besoins, mieux ça se passe. Hmm. Et tu as parlé de forcément l'aspect stimulant sur le côté nerveux, il y a l'effet sur le sommeil aussi. Un truc que j'avais lu il y a très longtemps maintenant, mais je l'ai remarqué juste empiriquement autour de moi aussi, c'est que pas tout le monde a la même demi-vie par rapport à la caféine dans le corps. C'est-à-dire que bah, ma mère, elle peut boire un café à 8 heures le soir et puis aller se coucher derrière. Moi, je sais que mon cut-off, c'est 15, 30, 16 heures. Et je bois pas de café après 16 heures. Sinon, je sais que ça va impacter mon sommeil. Mais là aussi, chaque personne est différente. Il y en a qui peuvent que boire le café le matin, sinon ils dorment pas s'ils en boivent un l'après-midi. Mais en tout cas, chaque personne est très, très différente là-dessus. Là, il y a un facteur génétique de Hmm. métabolisation du café et justement Ouais. d'élimination de la demi-vie de la caféine. Et il y a aussi un facteur adaptatif dans le sens où, tu vois, comme je dis, j'ai jamais eu, enfin, j'ai très rarement des troubles du sommeil. Et quand j'étais à 6 7 cafés par jour, dont le dernier à 20 heures avant d'aller au CrossFit à 20 h 30, j'arrivais à dormir. Là où aujourd'hui, bon, mon cut-off, c'est 10 heures. Et Ah ouais. encore, si je prends un quart du café, j'exagère, mais à peine. Et après, je suis vraiment, mais genre, aucune sensation de fatigue. Et parce que je pense que je me suis tellement désensibilisée. Mais il y a aussi un facteur génétique qui a été mis en évidence, comme quoi, effectivement, on ne métabolise pas tous pareil la caféine. Et puis, bah, à nouveau, ça va s'ajouter au mode de vie aussi. Quelqu'un qui a un mode de vie stressant, qui ralentit jamais et qui vit à 1000 à l'heure, qui s'entraîne à fond, son taux de stress plus le stress de la caféine va être supérieur à quelqu'un qui a une vie, voilà, qui prend le temps de marcher, qui récupère, enfin, qui a une vie plus cool, peut-être moins stressante, qui Hmm. va avoir la le stress lié au café, mais qui va pas s'additionner à une montagne de stress en dehors. Et du coup, ça, l'impact sur le sommeil sera un peu moindre aussi. Mhm. Et vu qu'on est sur le sujet des stimulants, t'en as parlé un petit peu en passant, hein, tout ce qui est des pré-workouts, etc. Pareil, tu peux les utiliser quand t'en as peut-être besoin ou alors que tu sais que tu vas envoyer et que le petit 3 à 4% de plus va te faire du bien. Mais que si ça devient un truc dont tu as besoin pour t'entraîner, dès que ça devient la béquille, là, c'est où les problèmes commencent. Exactement. Et c'est une discussion à chaque fois, voilà, qui est un peu on veut pas le lâcher, ce truc, parce que forcément, ça nous fait sentir incroyable. Et oui, ça aide au niveau des performances, mais il faut juste dézoomer et se dire, c'est quoi mon objectif? Hmm. Si mon objectif, c'est vraiment là, l'entraînement, et de prendre voilà, un pré-workout, malgré tout, pas tous les jours, mais quand même de temps en temps à l'entraînement, ok. Si mon objectif, c'est les compétitions, ben, il faut pas que je m'épuise non plus à l'entraînement. Et il faut juste avoir en tête que voilà, masquer la sensation de fatigue n'efface pas la fatigue. C'est juste le message hormonal qui ne passe pas parce que ben, les récepteurs à l'adénosine ne reçoivent pas l'information. Et juste avoir conscience que la fatigue est là et il n'y a pas moyen de l'effacer, entre guillemets, enfin, à moins de se reposer et qu'à un moment où on peut soutenir l'organisme de plein de manières, mais rien ne remplace le repos dont on a besoin physiologiquement. Et qu'effectivement, ces pré-workouts, on n'a même pas forcément conscience, enfin, tu vois, et je comprends qu'on fasse pas la démarche de se poser la question de pourquoi ça me fait me sentir méga incroyable. Et tu vois, juste on se sent bien et en fait, quand on, voilà, juste avoir conscience que ça a un impact et que ça va desservir et la santé et la performance sur du long terme quand c'est trop utilisé plutôt que servir. Et en général, amené sous cet axe-là, on se dit, OK, oui, j'accepte d'être peut-être un peu moins en forme à l'entraînement et de faire de temps en temps, enfin, de moins pousser sur mes barres à l'entraînement, mais d'être plus performant au moment où j'ai besoin d'être performant,
plutôt que de me sentir incroyable sur mes entraînements et de tirer un peu sur la corde, de sentir que je suis fatiguée, de rajouter une petite dose de caféine parce que du coup, ça me permet de revenir à mon niveau où je sens plus la fatigue. Et le jour où je veux performer, ben, crash et je sens que je suis au bout de ce que je peux faire parce que bon, la fatigue était là et c'est dommage. Mhm, mhm. Je voulais parler, tu l'as mentionné en passant tout à l'heure, l'inflammation. Parce que je pense que c'est un mot qui est souvent vu bah, de manière négative. Euh, je me rappelle mon, ma première confrontation avec cette idée, c'était, enfin pas la première, mais celle qui m'a marqué, c'était quand j'ai rencontré mon ami Gabriel. Petit clin d'œil, Gab, si tu nous écoutes. Et j'étais arrivé chez lui à Toulouse, je le connaissais pas. Et en 5 minutes, il avait fait un graphique sur son tableau blanc sur le mur avec les phases du cycle inflammatoire, la résolution, etc. Et le fait qu'en fait, l'inflammation, c'est un processus qui est normal. Et tu as parlé avant tu as parlé avant de ça, tu as dit tu peux avoir l'inflammation qui est adaptive, on va dire, et après tu as celle qui devient chronique et qui, là, du coup, devient néfaste. Est-ce que tu peux nous casser un petit peu tout ça et nous expliquer en quoi l'inflammation, c'est important comme processus de base pour le corps et pourquoi ça se dérègle et qu'est-ce qui se passe quand ça se dérègle? Complètement, bah, au-delà d'être important, c'est même vital. C'est vraiment, c'est le moyen de défense et d'expression de notre système immunitaire. C'est ce qui va nous permettre de nous défendre contre des virus externes. C'est ce qui va nous permettre de nettoyer notre propre corps, nos cellules, nos propres cellules qui seraient défectueuses, par exemple, et de les éliminer. Donc ça, pour rester en bonne santé, dans tout ce qui est notamment cancer, par exemple, ou maladie auto-immune. Enfin, tout ça repose sur des processus inflammatoires. Et ce processus, on en a besoin pour cicatriser aussi chez le sportif. La cicatrisation musculaire, quand on casse des fibres musculaires, quand on casse... Non, c'est normal pour le coup de quand on s'entraîne, c'est comme ça qu'on progresse. On casse un petit peu des fibres musculaires tendineuses que le corps répare grâce à une inflammation pour les rendre plus fortes. Donc c'est vraiment un processus qui est vital et essentiel. Là où il est problématique, c'est lorsque cette inflammation, au lieu d'être mesurée, efficace, elle devient chronique, elle dégénère. C'est comme un feu sur lequel on mettrait de l'huile qui monte, qui monte, qui monte et qui va, pour le coup, entraîner plus de problèmes que d'effets positifs. Ça peut être lié donc à des troubles digestifs notamment, parce qu'on va avoir une barrière qui est plus efficace et donc une suractivation de notre système immunitaire qui est en deuxième ligne, qui va devoir fonctionner en permanence, ce pourquoi il n'est pas fait, à nouveau physiologiquement. Et donc ça va entraîner des dérèglements, une fatigue et voilà, une inflammation en permanence. Ça peut être lié à des carences, parce que cette inflammation, en gros, les agents les soldats en quelque sorte qui lancent l'inflammation vont avoir besoin de différents éléments. Et s'il manque des éléments qui calment le feu et qu'il n'y a que des éléments qui activent le feu, ça va créer ces dérèglements, Hmm. notamment la vitamine D, notamment les oméga 3. Les oméga 3, on en parle beaucoup chez les sportifs, on en parle pour l'inflammation. En quelque sorte, quand il y a une inflammation, le système immunitaire va aller servir et prendre des lipides, c'est très imagé, mais dans les membranes cellulaires. Et suivant la composition de ces membranes, s'il n'y a quasiment pas d'oméga 3, on va avoir que des éléments qui vont faire flamber l'inflammation. C'est là où c'est important d'avoir un apport d'oméga 3 par rapport à cette inflammation. Donc, ça ne va pas couper l'inflammation, mais ça va permettre d'avoir une inflammation qui reste mesurée et efficace, les oméga 3. Et donc, on en parle chez les sportifs parce qu'il y a ce facteur cicatrisation musculaire, notamment, qui est important. Et, oui, il y a différentes carences qui vont pouvoir affecter le système Hmm. immunitaire. Et il y a le stress à nouveau, de par la production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui nous permet d'avoir de l'énergie, qui nous permet de faire face au stress. C'est ce qui fait qu'on passe du mode nuit au mode jour. Et c'est le plus puissant anti-inflammatoire de l'organisme. Et du coup, quand on a un mode de vie aujourd'hui qui a tendance à dérégler ce fameux cortisol dont on entend parler de plus en plus un petit peu partout, le problème à nouveau, c'est quand sa sécrétion est chronique, parce que c'est comme si on prenait un anti-inflammatoire de manière chronique. Donc, soit en excès, ça va éteindre l'inflammation de manière trop importante, donc on va bloquer l'inflammation dans le corps qui est vitale, soit lorsqu'on a un épuisement du cortisol, parce qu'on a bu trop de café pendant des années et qu'on a une fatigue nerveuse, qu'on n'arrive plus à produire ces hormones, ben, on n'a plus notre propre anti-inflammatoire Hmm. naturel. Donc là, l'inflammation peut avoir tendance à flamber et, euh, et ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Quand on a une grosse inflammation parce qu'on a des troubles digestifs par exemple, ou peu importe, le cortisol va être produit de manière importante pour calmer cette inflammation. Et du coup, on peut épuiser le système hormonal dans l'autre sens. Hmm. Globalement, et la résistance à l'insuline aussi va entraîner de l'inflammation.
Il y a différents dérèglements qui peuvent entraîner voilà, un dérèglement de l'inflammation. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'intestin et la santé digestive, c'est vraiment un gros focus dans ces cas-là. Les carences, la gestion du stress, parce que ça va dérégler nos fonctions anti-inflammatoires qui sont vitales à partir du moment où elles restent mesurées et efficaces. Mhm. Ouais, je crois que j'ai mon petit Gab qui me parle dans l'oreille et je crois qu'il disait anti-inflammatoire, c'est pas un truc, c'est pro-résolutif ou pro-résolutoire, quelque chose comme ça. Au niveau de la terminologie, il est pointilleux le Gab, mais on l'aime bien. Mais c'est super intéressant de voir ces liens. Tu as dit deux choses qui m'ont fait tilter. Il y avait le fait que le cortisol, c'est le réveil. C'est ce qui te réveille le matin, notamment au niveau hormonal. Si je ne me trompe pas, il y a une vague importante le matin au lever. Et la production peut être activée justement par la prise de caféine. Et donc, d'où l'impact du premier café le matin alors que tu n'es pas encore tout à fait réveillé, en fait, tu es en train de saboter ton processus hormonal naturel qui va sécréter du cortisol le matin pour te réveiller parce que c'est comme ça que ça fonctionne. La vague arrive. Mais si tu prends un café à ce moment-là, eh ben, c'est contre-productif au final parce que tu es en train de prendre un truc qui va encore une fois impacter négativement tout ce qui se passe en interne parce que si tu le prends ou si tu le fais produire de l'extérieur, avec le café notamment, et ben, ton corps il va se dire, ah ok, j'ai plus besoin d'en produire, donc j'en produis moins. Et donc la prochaine fois que tu prends pas de café, tu as moins d'énergie. Et c'est un cercle vicieux. Il y a soit ça qui va se passer, soit à l'inverse, ça va faire double dose. En Ouais. quelque sorte, ça va genre mettre un gros coup de fouet au système hormonal et nerveux et du coup faire un gros pic de cortisol qui après va mener à une grosse chute. Et Mm, le cortisol, il a d'autres fonctions hormonales, donc ça va notamment ensuite dérégler la variation, enfin la glycémie aussi. mm, Euh, Encore un autre sujet, mais vraiment le café le matin, c'est vrai que on a déjà ce pic de cortisol et ça fait double effet ou au contraire, comme tu dis, ben ça réduit l'action des glandes surrénales, donc c'est pas le meilleur moment, pas le meilleur moment pour le prendre. Et je te rejoins sur la terminologie, c'est pour ça que les oméga 3 on dit anti-inflammatoire, et en fait, c'est pas une molécule qui va calmer l'inflammation, c'est juste un outil, enfin un composant dont le corps a besoin pour que l'inflammation soit mesurée et efficace, et c'est pas une molécule qui va bloquer l'inflammation. Et c'est vrai que du coup, j'aime bien aussi moduler juste ce terme-là parce que du coup, on comprend un petit peu mieux l'importance et on comprend aussi que les oméga 3 ça va pas avoir un effet anti-inflammatoire rapide non plus. mm, C'est pas comme si on avait une molécule ou même une plante anti-inflammatoire. C'est plus quelque chose qui, sur du long terme, va permettre au corps d'avoir un équilibre qui va lui permettre de produire une inflammation qui est mesurée. mm. Il y a un lien, non, entre les oméga 3 et la vitamine D? Les deux sont anti-inflammatoires. Enfin, les deux vont moduler l'inflammation, Ouais, du coup. ouais, ok. En cas Euh, de carence, on va avoir une inflammation qui est démesurée. ok. Je voulais parler aussi avec toi du cycle menstruel. Je pense que c'est un sujet qui est trop souvent laissé de côté. Que j'essaye d'aborder sur le podcast autant que possible. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est un signe de santé quand tu l'as, qui est important. Donc, peut-être tu peux nous parler d'un cycle menstruel qui est sain, entre guillemets, en prenant en compte forcément que chaque femme est différente et que c'est extrêmement individuel comme la digestion. Donc il faut prendre ce facteur-là en compte. Mais pour toi, c'est quoi un cycle menstruel sain? Et ensuite, on peut parler des dérèglements qui peuvent survenir et des causes et ce qu'on peut faire. Complètement. Un cycle menstruel sain, donc là je parle en l'absence de contraception qui, pour le coup, la contraception va... Alors, de contraception hormonale, Hmm, parce qu'une contraception hormonale va perturber, va bloquer le cycle, va masquer, etc. Donc là je parle d'une contraception soit avec un stérilet en cuivre, soit en tout cas sans hormones ou pas de contraception. Donc c'est un cycle qui va durer entre 21 et 34 jours environ. Sachant que 21 jours, c'est quand même un cycle qui est court, donc il y aura d'autres éléments à regarder. Au-delà de 35, ça va être un cycle qui est long, donc là, on considère que c'est plus un cycle normal. C'est un cycle qui est régulier, et quand je dis cycle, c'est du premier jour des règles au premier jour des règles suivants. hmm, Et souvent, le cycle, ça peut évoquer pour certaines femmes la durée des règles, donc des saignements. Et en réalité, voilà, ça, on parle vraiment règles ou menstruation, c'est la période sur laquelle on va avoir des saignements qui sont visibles. Et un cycle, c'est vraiment du premier jour des saignements jusqu'au premier jour des saignements du cycle d'après. Donc c'est là où il faut compter les jours. hmm, Et alors je dirais pas que c'est comme la digestion au point que c'est un cycle qu'on ne sent pas parce qu'il va y avoir des variations hormonales. hmm, Donc il va y avoir des variations physiologiques
qui ne doivent pas être invalidantes. Cependant, donc à partir du moment où il y a des symptômes qui sont invalidants, que ce soit des symptômes physiques comme une fatigue qui est vraiment invalidante, alors c'est subjectif encore une fois, mais des douleurs qui vont faire qu'on va avoir du mal à aller travailler, qu'on va avoir du mal à bouger ou qui vont nécessiter qu'on prenne une médication. Mhm. Ça peut être des douleurs au niveau abdominal et des douleurs mammaires également, des troubles de l'humeur. Pareil, dans une certaine mesure, on va avoir une variation et un changement d'humeur qui est lié aux variations hormonales physiologiques de notre cycle. Euh, En revanche, être triste, avoir envie de quitter son conjoint, son boulot, tout ce qu'on a pendant 10 jours, même une semaine avant d'avoir ses règles tous les mois, c'est un symptôme qui n'est pas normal. D'avoir une rétention d'eau qui est excessive aussi, quand on dépasse les 2 kilos de variation. euh, En termes de même visuellement et de ressenti de rétention d'eau, c'est qu'il y a aussi un déséquilibre dans les hormones du cycle. Mhm. C'est vraiment les symptômes principaux, je dirais, qui peuvent revenir tous les cycles. Et puis ben, le fait d'avoir un cycle irrégulier aussi, pour le coup, donc d'avoir une fois un cycle très court, une fois un cycle très long, une fois 2 mois sans règles, quand c'est comme ça, enfin pas ongoing, mais de manière voilà, continue et répétée, qu'il y a vraiment une durée du cycle qui varie, il y a quelque chose à aller voir et à aller optimiser aussi. Mhm. Et parle de l'absence de règles aussi. Et l'absence de règles, ben, c'est aussi un symptôme important. Donc, du coup, là, on parle d'aménorrhée. Ouais. Et c'est un signe que quelque chose ne va pas chez la femme, en tout cas, qu'il y a soit un stress trop important qui fait que le cycle hormonal va être bloqué, mais je pense que c'est important de comprendre que notre cycle hormonal, il nous sert bien au-delà de la contraception, que nos hormones, elles déterminent vraiment notre santé en tant que femme, notre santé physique, mais également notre santé mentale. Il y a vraiment une interaction entre les oestrogènes, la progestérone et la production de nos neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, donc de comment on va se sentir, mais ça va même impacter la confiance en soi, le bien-être, le sommeil du fait d'impacter la sérotonine. Et ça, c'est des choses, des notions qu'on n'a pas forcément. La façon dont on se sent en tant que femme et la confiance et l'énergie qu'on peut avoir vont aussi dépendre de nos hormones. Donc, l'aménorrhée, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave, forcément. Et voilà, je veux pas, j'aime pas transmettre l'information par la peur et c'est pas du tout le but. Et encore une fois, quand on remet le corps dans des bonnes conditions, les choses reprennent leur cours en Mhm. général. Mais c'est un symptôme qui doit mener à consulter et à s'interroger et à remettre en question, notamment chez la sportive, sa pratique sportive et son alimentation, enfin vraiment le tout des conditions dans lesquelles le corps évolue. Et, c'est important d'en parler parce que c'est vrai que il va y avoir des dérèglements hormonaux chez l'homme aussi, mais la femme a un système hormonal qui est plus sensible et qui va plus vite se dérégler. Et en plus, ben, c'est plus visible parce que pour le coup, des menstruations, c'est visible. Donc, c'est un symptôme qui est assez facile à traquer. Mhm. Au moins cet avantage, entre guillemets, mais voilà, un cycle menstruel sain, c'est un cycle qui est là et qui est relativement régulier et avec des symptômes qui ne sont pas invalidants. Si tu me dis si je me trompe, mais l'aménorrhée, ça peut notamment être engendré par, comme tu l'as dit, un stress trop important et surtout, si je comprends bien, un déséquilibre entre la dépense énergétique et l'apport énergétique aussi. Donc, si tu manges pas assez et ou si tu t'entraînes trop par rapport à ce que tu manges, c'est un des facteurs qui peut souvent venir entraver les choses. Complètement. Et je pense que c'est pour le coup un sur lequel on insiste. Enfin, on commence en tout cas à parler un peu plus et c'est une bonne chose. Et cependant, je pense que c'est pas justement la seule. Et d'ailleurs, la Mhm. définition du terme REDES chez la sportive évolue et je trouve ça chouette parce qu'il y a quelques années, c'était vraiment très focalisé sur ce déficit énergétique Mhm. et on oubliait un peu les autres sources de stress. Et en fait, quand on comprend comment sont produites les hormones sexuelles, donc œstrogènes, progestérone, notamment chez la femme, et les hormones du stress sont produites à partir de la même base. Donc, en fait, c'est tout type de stress, de manière excessive, va perturber l'équilibre du cycle. D'abord en entraînant des symptômes de déséquilibre au niveau du cycle, donc notamment les symptômes de syndrome prémenstruel, donc les symptômes désagréables avant les règles qui vont être invalidants, Mhm. et à l'extrême, une aménorrhée, voire une absence des règles. Et en fait, ce déficit énergétique, donc le fait de dépenser plus que ce qu'on mange, c'est un stress métabolique. C'est Ouais. juste une forme de stress. Ce qu'on entend par stress, c'est ce qui va pousser le corps à devoir s'adapter
et qui va le placer dans une situation de danger, quelle qu'elle soit, que ce soit des émotions drainantes qui créent un stress émotionnel comme la peur, la tristesse, qui vont physiologiquement avoir un impact, que ce soit une charge mentale excessive, que ce soit un excès de sport ou un stress d'un point de vue métabolique, dans le sens où on dépense plus d'essence qu'on en apporte. Tout ça, c'est des types de stress et c'est vrai que très fréquemment chez la sportive, on va retrouver ce déficit énergétique trop important, donc un stress métabolique. Et pour autant, je pense qu'il faut aussi garder en tête du coup qu'il y a aussi tous les autres types de stress et que l'excès d'entraînement lui-même va en être un et que une femme qui est extrêmement stressée dans sa vie, ça va aussi impacter le cycle menstruel. Pour cette raison, qu'il y a une compétition en quelque sorte de fabrication entre hormones du stress et hormones sexuelles et le corps étant fait pour survivre avant tout. La priorité, malheureusement, ça va toujours aller vers les hormones du stress et du coup, notre cycle menstruel va en pâtir. Mhm. Quand tu parles de justement gestion du stress de manière globale, pour toi, c'est quoi les piliers? Par quoi on approche cette gestion du stress pour quelqu'un qui a une vie qui est stressante, au-delà même du sport professionnel, personnel? Est-ce qu'il y a des pratiques que tu aimes conseiller ou des choses que tu aimes mettre en place avec les gens que tu suis pour justement les aider à gérer ce stress au quotidien? Parce que voilà, la vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais quelle stratégie, toi, tu aimes mettre en place? Alors, je l'aborde, en fait, ça dépend vraiment de chacun. Et du coup, la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce qui te recharge? Après, Hmm. quelle activité tu as l'impression d'avoir rechargé ta barre de vie, comme dans les jeux vidéo? Et il y a des personnes, par exemple, je donne quand même des exemples, mais voilà, personnellement, ça va être la marche. Je sais que c'est quelque chose qui me recharge, qui fait redescendre mon système nerveux. Pour les personnes qui sont créatives, ça va être le dessin, la peinture, le chant, tout ce qui est expression créative, c'est d'excellents régulateurs du système nerveux. Et l'écriture, la lecture, le fait d'aller se faire masser, ça fait vraiment redescendre les hormones du stress. Donc, c'est pas tout accessible au même niveau, mais en tout cas, c'est tout efficace. Le sauna, ensuite, de manière plus mécanique et du coup plus immédiatement efficace, peut-être, il y a tout ce qui est exercice de respiration qui va être super intéressant à intégrer. Et en fait, chaque personne, suivant son tempérament, son caractère, va piocher un petit peu dans ce qui lui fait du bien. Et en général, les gens ont une idée, voilà, de ah oui, bah, moi, typiquement, c'est la musique, ou typiquement, ça va être de dessiner ou d'aller marcher. Et voilà, c'est juste se dire le dimanche, je regarde ma semaine, quels sont les moments où je suis pas dans le faire, dans l'action, quels sont les moments où je ralentis. Et quand je ralentis, est-ce que consciemment, je fais attention à laisser ma charge mentale de côté aussi, à me dire, ok, consciemment là, je suis maintenant tout de suite ici, présente, je ne suis pas en train de tourner en boucle ce qui me tracasse dans ma tête. Et voilà, j'ai un moment pour moi qui permet de revenir à moi. Tout ce qui est activité basée sur la respiration, notamment comme le yoga, le pilate aussi dans une certaine mesure, va permettre ça. Parce que là, on parle de la régulation d'un système nerveux dit autonome sur lequel on n'a pas la main. Le système voilà, nerveux volontaire, on a la main dessus. Si tu me demandes de contracter mon biceps, je vais pouvoir le faire de manière volontaire. Le système nerveux, on n'a pas de bouton. On ne peut pas consciemment dire, hop, mode pause. Et pour le coup, le seul moyen qu'on a qui est assez mécanique et qui se rapproche presque d'un bouton de le faire, c'est la respiration. Mhm. Parce que quand on a des techniques, on équilibre l'inspiration et l'expiration, ou des techniques où on prolonge l'expiration, ce travail grâce au diaphragme qui a entre autres une double innervation va nous permettre de réguler le système nerveux autonome. Donc je dirais dans l'idéal, euh, réguler ses activités au quotidien, ça me semble quand même le plus important et le plus sympa entre guillemets à mettre en place parce que c'est des activités qu'on aime et voilà, c'est des choses qui nous nourrissent d'une autre manière, en plus de calmer le système nerveux, et de manière plus mécanique ou plus scolaire peut-être pour certaines personnes, ou plus efficace si on a besoin d'un résultat vite. La respiration, c'est peut-être le meilleur outil sur ce plan-là. Ouais, j'aime ce que tu as dit sur le fait d'utiliser des choses qui te conviennent, hein. Encore une fois, on revient à l'individu, on revient à ce qui, toi, te fait du bien. Chaque personne est différente. Et c'est important de se poser la question, qu'est-ce qui te fait du bien? Moi, je sais que c'est la musique qui m'aide beaucoup. Mon père était musicien, j'écoute de la musique depuis tout petit. La musique a vraiment un effet fort sur moi. Et je sais que maintenant, si je peux prendre 20 minutes, 30 minutes à la fin de ma journée de travail,
avant ou après mon entraînement pour aller faire une demi-heure de batterie, eh ben, je me sens mieux après. Et ça me libère et ça me permet d'apprendre aussi quelque chose, de développer une nouvelle compétence, comme tu disais au début du podcast, c'est des choses qui sont importantes à faire d'un point de vue cognitif, d'un point de vue de la santé et simplement voilà, de prendre un petit peu de plaisir dans la vie aussi. C'est des choses qu'on oublie. Tu as parlé de la double innervation du diaphragme. Tu peux développer un petit peu là-dessus, c'est super intéressant. Ouais, bah, le diaphragme, c'est un muscle, c'est le muscle inspiratoire principal et c'est un muscle qu'on peut contrôler de manière consciente. Donc, on peut bloquer sa respiration et son diaphragme et on n'a pour autant pas besoin d'être concentré dessus pour qu'il fonctionne en permanence et qu'il gère notre respiration. Et c'est un muscle qui est hyper intéressant à ce niveau-là, qui est intéressant pour plein de choses, notamment la digestion. Mais c'est un outil fabuleux pour aller réguler le système nerveux, d'avoir une respiration diaphragmatique qui va encore une fois faire du bien vraiment au niveau des viscères et qui va nous permettre, grâce à une expiration prolongée, d'activer le système parasympathique qui, parfois, quand on est en mode vraiment survie depuis longtemps, on a du mal à trouver cette voie, justement, et on a du mal à se poser. Et c'est Mhm. souvent d'ailleurs des personnes qui vont dire, non mais moi, me mettre sur un tapis, jamais de la vie. Parce qu'on est tellement en mode survie qu'on n'arrive pas à sortir de ce mode-là. Et en fait, c'est physiologique, encore une fois, le corps, il est en mode résistance et danger depuis tellement longtemps de manière continue que c'est dur d'en sortir. Et la respiration, dans ces cas-là, ça permet de casser un peu le cercle, justement et, euh, et voilà, ça reste un outil hyper efficace, hyper puissant. Et comme je te disais, j'aime bien le mettre en parallèle d'activités qui sont vraiment individualisées. Et tu vois, il y a alors des femmes, parce que c'est plutôt une activité féminine, mais parfois c'est juste de se dire, prendre du temps pour soi dans la salle de bain. Si c'est, il y a des femmes qui n'aiment pas du tout ça, mais des femmes qui disent, ah mais oui, c'est vrai que je prends plus le temps. Et ça, c'était mon moment bien-être avant, pas possible. Et juste le matin, qui vont commencer leur journée à prendre 15 minutes à mettre la même crème qu'elles auraient mis en une minute. Mais c'est un moment pour elles qui va les faire Ouais, redescendre et ça change une journée. Et au niveau du système nerveux, je commence en étant présente, en étant dans mon corps, en étant connectée à ce que je ressens. Et physiologiquement, encore une fois, on est fait plus pour vivre comme ça. Donc c'est hyper important ouais, de se dire qu'est-ce qui, moi, me fait du bien. Et si je sais pas, ben, j'essaye. J'essaye des ouais. choses. Et là, ben, la musique, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, ça fait partie de ma vie. Des fois, je me dis, ah, cool, je vais pouvoir faire cette activité parce que je vais pouvoir avoir de la musique. Et c'est vraiment quelque chose qui m'impacte énormément positivement dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, ça peut me Mhm. calmer comme me faire changer d'état très rapidement aussi. Et c'est un super exemple. Ouais. Et pour casser encore un peu plus les stéréotypes, j'adore prendre un bain quand je suis stressé. Ouais. Ça me relaxe à fond. Je le faisais pas du tout Je avant. suis complètement d'accord. Et je fais pareil. Je suis trop heureuse d'avoir une baignoire dans le que j'ai trouvé ici. C'était genre. Et, Bah hier, tu vois, hier, il faisait un temps de merde, il faisait dégueulasse, il pleuvait. Je me suis levé, j'ai pas bien dormi, j'avais pas assez dormi. Et je le sentais, j'avais un petit peu plus de stress que d'habitude. Et bah, j'ai pris un bain, voilà. Et ça m'a aidé. Et je me suis aussi couché sur mon. Et je devais emmener le chien pour se faire couper ses beaux poils. Mais j'avais genre 15 minutes avant que je doive partir. Bah, j'ai mis mon chrono pour 15 minutes, comme ça j'avais mon alarme. Et je me suis posé sur le lit, couché sur le dos, les mains sur le ventre, et j'ai respiré lentement pendant 15 minutes. Ça et le bain, ça m'a fait descendre je sais pas, 7 8 à 3 peut-être, en l'espace de ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. Et des fois, c'est juste ça, c'est prendre un peu de temps pour soi. J'aime bien ce concept de work in, work out. Donc, tu as le workout, l'entraînement où tu vas te donner, en fait, et tu as le work in, ces périodes où tu vas te recharger, en fait. Et c'est comme tu l'as dit, trouve les choses qui, toi, t'aident à te recharger. Et peu importe ce que c'est, et ça n'a pas besoin de rentrer dans des cases. Ça vaut la peine d'explorer aussi, d'essayer de nouvelles choses, voir si ça t'aide et si c'est des choses qui t'aident des outils qui vont t'aider à mieux récupérer, à mieux pouvoir gérer ton quotidien. C'est des choses qui valent la peine d'être utilisées, quoi. Complètement. Et tu vois, tu posais la question orientée de manière à. Enfin, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est pas toujours évident, mais selon moi, c'est toujours faisable d'une manière ou d'une autre, Mm. découpé d'une manière ou d'une autre. Il faut vraiment poser cette intention, cette volonté. Et voilà, c'est. Personnellement, j'ai pas une famille avec 6 enfants en bas âge, etc. Mais j'ai des patients, j'accompagne des patients qui sont dans tout type de situation. Et oui, il y a des patients qui vont pouvoir ensuite se bloquer 3 heures par semaine, un après-midi. Cool. Et il y a des personnes pour qui ça va être juste le fait de commencer leur journée en conscience et de se dire, bah, je me réveille, première habitude, je touche pas à mon téléphone. Deuxième habitude, je me lève 10 minutes plus tôt, je prends 10 minutes dans la salle de bain justement pour moi, où j'écris, ou je vais faire un tour même
15 minutes autour de chez moi juste pour commencer en conscience, parce que ça, bah, ça permet vraiment de recharger. Ou le soir, enfin voilà, c'est vraiment de se dire comment... Mais en fait, il faut bloquer ces créneaux. Il faut... Pour moi, on peut pas se dire si j'ai du temps, je le ferai, parce que ce temps, on l'aura jamais. Et sur du long terme, c'est... Quel que soit l'objectif de la personne, ça va toujours dans le bon sens et c'est indispensable à notre équilibre et parce que notre physiologie, encore une fois, est faite comme ça et qu'on a un mode de vie qui évolue très vite et qu'une physiologie qui n'a pas le temps d'évoluer assez vite et de se caler là-dessus, il y a ce gap-là et c'est important de revenir à soi et voilà, vraiment de se dire qu'est-ce qui... je trouve que le côté barre de vie rechargée, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je vais marcher, peu Hmm. importe la journée, le niveau de stress quand je suis dans cette roue, des fois j'aurais tendance même à avoir du mal à y aller, à être dans mon boulot. Et je sais tellement que ça me fait du bien maintenant, à force de l'avoir fait, que c'est de plus en plus facile et que j'y vais. Et que quand je reviens, je me dis, ouh, ça fait une différence. Des fois, juste 15 minutes, c'est hyper important. Marion, c'était vraiment un échange que j'ai beaucoup apprécié. Merci d'être venu sur le podcast. Je voulais que tu nous parles un petit peu avant de terminer de ton projet, de ton concept I am an athlete. Donc, tu accompagnes les sportifs de tout niveau. Parle-nous un petit peu de ça, de comment ça se passe. Avec plaisir et merci pour ton invitation, c'était vraiment un plaisir pour moi aussi. Ce projet, en gros, pour l'instant, factuellement, il est composé d'une formation qui est à destination des professionnels qui accompagnent les sportifs. Et cette formation, c'est ce que moi j'ai construit. Parce que comme je te disais, quand j'ai fini naturopathe, il n'y avait pas de formation axé sportif pour Mhm. accompagner les sportifs et j'avais vraiment conscience qu'il y avait quelque chose à faire, mais de manière très globale et qu'il me fallait toutes ces clés, la thyroïde, la mitochondrie, le système hormonal, le cycle menstruel, les plantes, la digestion. Et en fait, ben, je suis allée me former pièce par pièce, année après année. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'applications aussi. Et donc cette formation pour les pros, je suis passée à l'action pour la faire quand j'ai eu l'occasion de travailler sur la Coupe du Monde de foot féminine et que je me suis rendu compte que même à haut niveau, pour des joueuses qui jouaient aux USA ou en France à haut niveau, il n'y avait pas d'accompagnement global qui était forcément proposé. Mhm. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire parce que les athlètes, je pèse mes mots quand je dis ça change la vie, ça peut vraiment changer leur capacité d'exprimer leur potentiel sur le terrain ou dans leur sport. Donc voilà, j'ai cette formation-là. Et là, je suis en train de lancer une formation là, pour les sportifs. Parce qu'encore une fois, je trouve que un sportif qui veut accéder à ses clés et comprendre mieux son corps, il n'a pas forcément d'outils à sa disposition aujourd'hui. Et on trouve beaucoup de choses, enfin voilà, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de contenu, mais c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et je suis tellement convaincue que le fait d'avoir cette compréhension de son corps, mais cette compréhension de son sport aussi, peut changer une pratique sportive du tout au tout et faire qu'un sportif s'épanouit dans son sport et que le sport est au service de sa vie, de sa santé, plutôt que d'être quelque chose qui le coule, que j'ai vraiment envie de au moins proposer cet outil, voilà, de transmettre ça et de créer une formation pour les sportifs pour qui ben, le sport, c'est une valeur importante et quelque chose d'important dans leur vie, qui ont envie de comprendre ou qui ont des problématiques type troubles digestifs, blessures à répétition et qui ont envie de s'en sortir du coup dans ce cas-là. Et voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et qui, au-delà de ces formations, j'ai vraiment envie de créer un espace et j'ai créé d'ailleurs une communauté du coup qui va avec cette formation sur une plateforme qui s'appelle Circle et sur laquelle j'ai l'intention d'avoir des invités, des experts, chacun dans leur domaine, mais aussi des athlètes qui viennent partager leur parcours, leurs ressentis ou un domaine d'expertise qui me semble hyper important et qui n'est pas le mien. Et voilà, d'aller au-delà de ma propre transmission par la suite et de proposer une transmission bah, encore plus large. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, si tu t'intéresses à l'investissement financier ou à d'autres domaines, c'est assez facile de trouver des formations dans ce domaine qui t'intéresse. Et pour le coup, si tu es intéressé par le sport et que tu as envie d'apprendre parce que tu as cette curiosité naturelle et que tu es dans cette démarche d'apprentissage, c'est pas évident de trouver des choses pour apprendre sur ce sujet qui t'intéresse. Donc voilà le projet qui se cache derrière ce nom. C'est trop bien. Les liens sont dans la description, tant pour la formation coach que pour la formation sportive. Donc, allez checker tout ce que propose Marion, merci encore pour cette heure et demie passée ensemble. C'était un grand plaisir et hâte de continuer à échanger avec toi sur les réseaux en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
Salut. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top, en plus elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.